Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec des invités exceptionnels, puisque juste à côté de moi, vous le voyez, nous avons l'incroyable Antoine Boza. Bonjour Antoine. Et tout au bout de la table, nous avons deux autres invités exceptionnels. Thomas Provost, bonjour. Bonjour. Et Grégory Grard, bonjour. Bonjour. On se retrouve tous ensemble pour une petite matinale. Je vois que mon menu ne s'est pas réglé alors que je pensais l'avoir réglé juste avant, c'est la catastrophe. Hop, 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 une petite matinale dans laquelle nous allons vous parler de Zénith. Le jeu est juste entre nous deux, Antoine. C'est bon, je ne le cache pas. Hey, juste... Alors Zénith, pas que Zénith, parce que vous avez ramené également Captain Flip, et effectivement, on a bien envie de vous parler de ces deux jeux. C'est deux... Alors l'un qui est déjà un grand succès de la maison d'édition Playpunk, et le deuxième qui pourrait bien le devenir. Et en tout cas, il arrive avec une cote d'amour assez élevée, alors que le jeu n'est même pas sorti. Il y a pas mal de monde qui en parle, qui l'attendent avec impatience. On va vous le faire découvrir ce matin, on va avoir l'occasion d'en parler, puis nous après on va les tourner en studio, on va pouvoir se lancer dans la partie, c'est celle qui compte, hein, celle qu'on a envie de gagner, il va y avoir un enjeu de dingue. Déjà de la pression. Ouais. Ah oui, bah, je sais pas qui va s'y coller, mais il y a de l'enjeu. Hein. Les quatre. Moi j'y joue, hein. Quoi qu'il se passe, parce que des fois... C'est le V2. On peut faire le V2. On va faire plein de choses. On va jouer ensemble, on va bien s'amuser. On va vous parler de Zénith, le prochain jeu qui arrive donc chez Playpunk, et on va vous parler de Captain Flip et du succès de cette année, parce que Captain Flip, c'est l'un des gros succès jeux de société. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, des jeux qui se sont imposés dans l'année qui vient de se passer. Je ne sais pas combien sont les gros succès de l'année. Chez Playpunk, il y en a qui c'est une vraie question. Hein. Sur tous les jeux qui sont sortis pendant l'année, combien on peut estimer que c'est pas que juste des succès d'estime, ce sont des énormes succès. Il y en a plusieurs autour de la table, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler également avec Grégory. Parmi les vrais succès de cette année, il y a Château Combo également. C'est vrai. Oui. Yeah. Tu confirmes ou pas? Oui. Je confirme. Ouais. C'est vrai que c'est ceux qu'on arrive à décaler visiblement, c'est un des gros succès de cette année-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Harmonie, très clairement. Ouais. Mais je pense qu'il y en a une dizaine, hein, on peut en tirer pas forcément beaucoup plus. Après, il y a des succès d'estime, ça, il y en a plein, mais des vrais succès commerciaux, il n'y en a pas tant que ça en réalité. Eh bien, Captain Flip en fait partie, Château Combo aussi, donc on reviendra sur ces jeux-là et on terminera avec une question essentielle qu'on va essayer de résoudre. Parce que vous le voyez, autour de la table, nous avons reçu sans doute les personnalités du monde ludique qui ont le plus d'ego dans le monde du jeu de société. Moi, j'ai tout de suite vu comme ça. Antoine Boza, c'est évidemment l'un des auteurs qui a rencontré le plus de succès, mais aussi qui a la plus grande notoriété. Des auteurs qui ont tant de notoriété, Antoine, j'ai essayé de calculer un petit peu, de voir en France. Hein. Parmi les auteurs français, moi j'en vois trois essentiellement, Bruno Catala, Bruno Feduti et toi. Au niveau de l'étranger, hein, les noms sur lesquels vraiment on peut compter. On a Antoine Boza avec nous aujourd'hui. Peut-être. Je ne sais pas s'il y en a un autre, hein, mais en réfléchissant bien, il y en a qui ont énormément de succès en France, mais à l'étranger, je veux dire, de manière dont le nom est connu. Il y en a très peu. Et pourtant, on ne peut pas dire que tu en joues énormément de cette image-là. Tu n'es pas l'auteur qui a le plus d'ego. En tout cas, ce n'est pas celui qui nous vient à l'esprit quand on utilise ce terme. Grégory, tu fais partie. La transition, les dangereuses. Par contre, Grégory, on a dû agrandir le passage pour que tu puisses rentrer dans le studio. Alors moi, c'est normal que j'ai pas d'ego. Hein. Alors, je sais pas, parce que en fait, tu es installé depuis un peu moins longtemps qu'Antoine. Évidemment, on le sait bien, mais depuis 2-3 ans, tu es l'un des auteurs qui a rencontré le plus de succès, qui a le plus des nominations à Cannes, des succès avec Château Combo, avec Momalin, des jeux qui se sont installés vraiment très forts, et tu restes en tout cas, tu fais partie des auteurs qui prennent pas beaucoup de place quand on reçoit en émission, notamment, on se dit « Ah, il est plus discret, plus réservé que d'autres ». Ce qui est agréable hein, pour nous, forcément, on a beaucoup de plaisir à te recevoir. Et toi, Thomas, on peut le dire quand même, hein, tu fais partie des personnalités qui ont le plus compté dans le monde du jeu de société. Et pourtant, tu l'as dit toi-même la première fois que tu es venu ici, ton nom n'est pas connu en lui-même. On parle de Repoprod, évidemment, on sait l'importance que tu as eue, avec Antoine aussi d'ailleurs, avec un jeu comme Seven Wonders, qui est vraiment... On peut le dire, l'un des jeux qui a compté le plus, je pense, quand on fait le bilan de ces dernières années, celui qui a, dans les jeux qui ont vraiment apporté quelque chose au monde du jeu de société de manière générale. Et bien, de la même façon, j'ai envie de savoir lequel de vous trois a le plus d'ego réellement, parce que vous n'êtes pas ceux à qui on pense de manière générale quand on pense à ce terme d'ego. On fera un petit quiz rigolo sur la toute fin de cette émission. Quiz ego. Wow. Une bataille d'ego. Je veux savoir qui a le plus d'ego parmi nous. C'est important d'en avoir un peu quand même. Oui, c'est quand même un moteur... Mais il ne faut pas en avoir trop, ça sert à rien, c'est la connerie. C'est indispensable. En fait, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'ego, en général, déjà, il y a quelque chose. Déjà un petit problème derrière. On en reparlera de ça tout à l'heure. Ce sera juste pour finir par une note rigolote, cette émission, mais c'est pour vous dire aussi qu'on est très fiers de vous avoir ce matin en émission. On va commencer par parler de vous, tout simplement, de nos invités. On parlera de Zénith,
Mais on va... Il y a quelques photos. Je Les plus découvre un belles peu parce que photos. cette page, je Les plus belles remercie photos. Aline. Merci Aline hein, pour les photos. C'est Aline qui préfère, tiens, elle a laissé l'espace là. C'est moi qui parle. Pas grave. Il n'y a pas d'espace entre Non mais Playpen, Time's Up est sachez-le. bien écrit, donc c'est bien. Le Time's Up, des fois, est mal écrit. Ah, les gens mettent Oh, pas de point d'exclamation. C'est vrai. Tous les communiqués de presse du monde de repos, j'ai chaque fois Ouais, le point d'exclamation. Alors sûr, pire, c'était ils mettent les points d'exclamation mais sans l'espace. Au avant milieu le du mot. up. Ils mettent au milieu Ah non. du mot. Bah, tu sais, à l'anglaise, on met souvent pas d'espace entre ouais, le tout point à d'exclamation fait, et le mot d'avant. En France, il y en a un et souvent, on le L'espace voit. insécable. On le voit ça. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous raconter en fait sur l'importance de nos invités pour nous. Vous êtes évidemment des personnalités qu'on comptait dans le monde du jeu. Thomas, donc cofondateur de Repos Productions, à l'origine de quelques succès, effectivement Time's Up, Seven Dr. Wonders Panic. aussi. Il n'y a pas tous les Dr. succès. Pickpocket. Tu vas citer les films Toujours cette blague. Lequel tu dis toi? J'ai cité Pickpocket, c'est toujours la blague que je fais. Je l'ai même pas Pickpocket Reinhard dans ta qui vie. dit. Ah ouais? Ah, je me rappelle Ah bah, pas. c'est pas Olivier si mal, Fayer. mais c'était un peu surproduit. C'était le premier Kickstarter avant l'explosion. Ils étaient en avance. En fait, ils ont toujours été en avance. Ils ont Ouais, surproduit avant l'heure de On surproduction. a sorti des boosters de Seven Wonders, les gens ne s'en souviennent plus. À Ouais. l'époque où on vend des boosters maintenant, Seven Wonders, on avait sorti des boosters pour Leaders et pour City. 2 boosters. Aline Tout à nous a fait. remis sur l'article, vous verrez après sur notre site, elle nous a remis l'article, la Le vidéo canapé. qu'on a fait sur le canapé pour présenter la création de Playpunk. Donc c'était il y a un peu plus d'un an, je pense, maintenant qu'on l'a tourné, Ouais, je pense. Ouais. avant la sortie de Captain Flip. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et donc, les jeux de Playpunk, il y en a surtout deux. Là, tout de suite, on va revenir dessus juste après. Voilà. Captain Flip et Zenith, dont on va vous reparler. Les jeux de Grégory Rare, il y en a pas mal. On va s'attarder sur tes jeux, parce que c'est vrai que depuis... Ça fait combien de temps ton premier jeu? Il date de quand? C'est Majority en 2019. Ah, c'est Majority, oui, je me rappelle de ça. C'était chez... Bad Test Game. Ouais, bah oui, j'ai oublié complètement. Mais je revois le jeu, je me C'est rappelle normal. plus de la règle. Hein, je vais être honnête dessus. Je l'ai, hein, je dois l'avoir quelque part. Majority. Alors, par contre, ceux qui ont marqué peut-être un peu plus, est-ce qu'il est... Ouais, il est là, regardez. Il est là. Chapeau. Pompier, Bah, ils y sont porte, tous. femme, tabouret. Ce qui est bien avec cette boîte de jeu, c'est qu'on comprend tout de suite le principe. C'était quoi, Majority? Je me souviens plus. C'était un petit jeu d'association d'idées où tout simplement on essayait d'associer un mot à un autre et fallait être dans la majorité. Le titre est bien trouvé quand même. Ah oui, oui, d'accord, je vois. Ouais. Moi, j'ai envie de jouer. J'ai envie de voir. Allez, on coupe le live. En fait. Ouais, on bah va oui. direct. Bah, c'est ça l'intérêt, quand on s'intéresse aux jeux de société, vous avez très vite l'envie d'ouvrir la boîte et puis de vous lancer dans une partie. Camelot, je me rappelais pas que c'était toi aussi. Camelot, le premier C'est jeu plein que j'ai d'auteurs, fait c'est avec Mathieu Roussel, mon co-auteur Oui. sur Château Combo et Zénith. Et Zénith, ouais. Et on a fait ça aussi avec Frédéric Boulle et Cédric Hanache, c'est deux autres membres du collectif de Rouen. Et on a fait ça lors d'une game jam au Flip de Parthenay, sur 24 heures. Ouais, donc ça, c'est un Et- jeu qui est sorti chez Blue Blue Orange, Orange. Ouais. dans lequel, bon, c'est comment le qualifier? C'est un jeu d'enfoiré. Ouais, c'est ça, j'allais dire méchant, c'est un Non, peu c'est méchant. d'enfoiré, c'est c'est un- bien, c'est un jeu d'enfoiré. C'est un C'était jeu chouette, moi, j'ai de- bien aimé. Ouais, c'est un jeu par... c'est ma plus grosse déception, on va dire. C'est, Déception ouais, complètement. Ah, tu le C'est- classes en déception? Ouais, parce que moi, c'est vraiment... c'est un jeu qu'on adore vraiment, Ouais. mais on pense qu'il y a... faut peut-être plus de parties, je sais pas, mais c'est un jeu qu'on sort encore régulièrement et pas par... je sais pas, Par ego. ego, Pas par ego, par ego, parce qu'on kiffe. Bon, peut-être qu'il y a un côté nostalgie aussi. Non, mais il y a des trucs qui rentrent en compte aussi dans le jeu Et- de société. Il y a quand même tous les bons jeux ne rencontrent pas le succès, de manière générale. Ça peut arriver, et parfois... Ah si, tous les bons jeux rencontrent le succès, il nous dit. Les excellents. Les excellents, les très bons jeux. Différence entre les bons et Ouais, les je sais pas si c'est un bon jeu, j'en sais rien, mais c'est vrai que on nous dit souvent qu'il faut de l'originalité Ouais. dans les jeux, et là on avait l'impression d'avoir un truc cool parce qu'on est en équipe, mais les équipes vont changer en cours de partie, et on n'a pas trop de jeux comme ça, et donc je trouvais ça chouette, mais bon. Après, c'est une petite boîte, c'est un petit jeu Blue Orange. Je me rappelle quand on l'a découvert celui-ci, on était à cette époque-là, Blue Orange organisait des rencontres avec toute la presse qui se réunissait chez eux, et on avait vu ce jeu parmi, je sais pas moi, 15 Ouais. autres. Donc il y a ce côté, il y a derrière. Je vous raconte ça, c'est pas du tout pour critiquer spécialement Blue Orange, mais c'est aussi pour qu'on comprenne bien la différence en fait de communication que l'on peut avoir quand on est un éditeur qui sort un jeu et qui du coup met le paquet sur ce jeu, et un éditeur qui va en sortir 15, qui est un peu moins le cas de Blue Orange aujourd'hui, mais qui était le cas à ce moment-là. Et du coup, ils sont un petit peu noyés. Et à la fin de cette réunion, on discutait avec les quelques journalistes qui étaient présents,
qui avait eu l'occasion de découvrir tous les jeux, et certains, c'est celui-ci que j'ai préféré. Je crois que c'était à peu près à l'époque où il y avait ce jeu Photosynthesis, par exemple. Oui, ce type de truc, donc certains disent, c'est Photosynthesis, moi Camelot j'ai bien aimé, moi non, j'aime pas les jeux d'enfoirés, donc j'avais pas trop aimé. Il y avait des discussions comme ça de ce type-là, et tu sentais bien que finalement, c'est l'un parmi les autres. Et en termes de communication, je me demande si ça... Moi, c'est l'impression que j'ai, en fait, quand je repense à Camelot, c'est, oui, forcément, mais en même temps, un peu noyé, peut-être. Il disait que si tu présentes une sélection, les gens vont choisir, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ils peuvent pas prendre les 10, il faut en prendre un parmi les X, donc il y a de toute façon une élimination qui se fait. C'est la même chose dans les scénarios d'Unlock. Tu présentes 3 scénarios, les gens vont instinctivement, inconsciemment les classer entre le meilleur, le moyen et le pire. Ouais. Et ça peut être tous les 2-3 bons, hein. Mais il y aura quand même un bon, un moyen et un pire. C'est voilà, cheminement mental automatique. Voilà. Alors peut-être que ça explique en partie, parce que j'ai quand même l'impression que ça peut compter un peu dans la discussion. Alors je regarde le chat parce que je n'ai pas ignoré le chat, mais pas loin, quand même, depuis le début de cette émission. Alors oui, la réponse, c'est Simon Caruso qui a fait le logo de Playpunk. C'est Rachel qui nous demande qui a fait le logo de Playpunk. Tout à fait. Mais Aline avait répondu. Il y a Jessie qui nous demande si c'est une émission hommage, ils nous ont quittés. Peut-être que j'ai introduit ma dernière rubrique à Ponfort. Je me suis rendu compte en le faisant, en me disant, mais comment j'en sors de cette rubrique? En même temps, c'est vraiment le moment où tu as demandé cette minute de silence, je pense qu'il a perturbé les gens. Est-ce qu'on peut faire une sélection parmi les invités? On le fera à la fin, sur la rubrique de Lego, vous n'hésitez Ah bah oui, pas. Mais il faut qu'on leur casse Lego surtout, parce que vraiment, après cette introduction, ils en ont beaucoup trop. Là, je les vois recharger comme des piles. Ça se dit, il faut charger comme des piles? Ouais, ça se dit. On s'en fiche. Oh, c'est bon, on s'en fiche pas, c'est mon émission. Tribunal! Alors ça, c'est pas ton plus gros succès. Non, c'était les jeux... c'est pas mon plus gros succès. Les jeux print and play, ceux-là. Alors au début, c'était Print and Play, qui a été édité par Superlude. Bon, Superlude Ghost Dog, c'est pareil. Et après, j'ai eu le droit à une version boîte. Bon, j'étais content parce que j'avais mon illustrateur préféré, Weberson Santiago. Ah oui, en plus, rien que pour ça, c'était cool. C'est vrai que ça fait partie des rares jeux en print and play, une idée que je trouvais un peu farfelue quand même. Hein. C'est la grande époque du Covid où on s'est dit mais c'est cool, on n'a qu'à faire ça coûte moins cher que de faire imprimer les jeux. Mais les gens prennent pas le temps finalement de découper, fabriquer ça. Mais c'est surprenant. C'est-à-dire que nous, presse, on nous envoyait les PDF à imprimer, et non. T'as vu le nombre de jeux que je reçois là qui sont en pile, je vais pas commencer par imprimer un jeu, ça n'a aucun sens. Oui, non, ça n'a pas pris, mais c'est pas très surprenant en soi, mais bon, après... Peut-être, c'est facile à dire après coup que c'est compliqué, mais peut-être que ça aurait marché, on aurait dit, c'était l'idée. C'était évident. Festival, c'est un des jeux aussi de cette année, ça marche pas mal, un festival, j'ai l'impression. Chez Scorpion Masqué, j'ai l'impression, j'en sais rien. En fait, je sais pas, du coup, j'ai pas spécialement de nouvelles, mais c'est sorti assez récemment, en octobre, oui, c'est ça. Nous, on le voit passer, on en entend. Très simple comme jeu, très accessible. Jeu de tuiles familial, donc plus la réalisation vraiment d'objectifs, de patterns, et donc en 15-20 minutes. Illustré par Mélodie Lebon, ton autre illustratrice préférée. C'est qui la première? Tu nous as dit Weberson Santiago il y a 2 secondes. Non, Weberson, il est tout en haut. C'est méchant pour les autres. Et donc, Momalin, alors c'est le premier gros succès, je dirais, parce que celui-ci, vraiment, quand il est sorti, on en a entendu parler en boucle avec ce fameux débat est-ce qu'il marche, est-ce qu'il marche pas. T'as entendu ce débat sur ce jeu? Non. Pas trop? Non? Quoi? Non, par contre, pour moi, Momalin, il n'a pas marché dès le début. Il était plutôt. Ah, c'est vrai? Ouais, on lui est sorti tranquillement, et c'est plus 3 mois, 6 mois, ça a commencé à. C'est exceptionnel, ça arrive. Ça arrive, Et c'est devenu. Il s'est un peu installé. Tu vois, ça fait 4 ans maintenant, et. Il s'est pas mal installé dans les boutiques, donc ça c'est cool. C'est ce qu'on recherche finalement, j'ai l'impression, quand on est auteur. Vous êtes en train de dire que les ventes de cette année, par exemple, elles continuent à être élevées par rapport au tout début? Ça baisse, mais ça baisse gentiment, quoi. C'est pas une chute libre, quoi. Donc c'est cool. C'est clairement ce qui me fait vivre actuellement. Donc... Ça va être le thème de cette émission. Mélodie nous dit je préfère aussi Weberson Santiago à moi, j'ai pas d'ego. Oui, moi, je moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je préfère Mélodie Leblanc. Weberson Santiago, je l'ai invité plein de fois au chalet, il vient jamais. Dans le chat, on l'a jamais vu. Franchement. Non, vraiment. Mélodie, elle est régulièrement. Bah oui. Alors là, je suis pas d'accord. En plus, j'adore sa chaîne de télé. Elle a une chaîne de télé Mélodie qui est super. Puis on pourrait faire une émission en portugais, ça change. Ouais. Si tu veux. Enfin, moi, oui.
Alors, festival, on était sur Momalin. Momalin, oui, il y a eu tout ce débat sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parce que pour certains, c'était Sylvain aussi dans l'équipe qui me disait non, mais moi j'adore Momalin, mais en fait, je veux pas y jouer parce que ça marche pas. Il y avait un truc de bug de jeu sur ce jeu-là, parce que à la fin, tu sais, c'est ce jeu dans lequel tu as des cartes, tu vas les poser sur la table, et puis tu peux être amené à dire, à mon avis, la proposition qu'on nous fait, c'est pas celle-là. Je vous dis pas pourquoi, mais c'est pas cette carte-là qu'on essaie de placer. Pourquoi ? Parce qu'on a des cartes en main, on ne doit pas les montrer aux autres, et si on a la carte qui est désignée par quelqu'un, peut-être que c'est pas celle-là. Pour moi, dans le jeu, il y a 2 bugs, il y a celui-ci et puis à la fin. Du coup, c'est trop facile parce qu'il y a... Si on a bien joué, il y a peu de propositions et c'est des problèmes qu'on avait identifiés. On avait trouvé des solutions, mais finalement, on a préféré rajouter le sablier qui pose normalement plus le problème. Si on respecte pas bien le sablier, on va avoir du mal à remplir les 25 cartes, donc il n'y a plus ce deuxième problème. Le premier problème, il y est toujours. Mais on a préféré ne pas rajouter de règles. C'est exactement ce que je répondais à Sylvain en général sur cette question. Parce que sur un jeu d'ambiance, les gens ils se l'approprient, ils gèrent ça comme ils veulent, et je pense qu'on a bien fait. Ouais, parce qu'on discutait, c'était un vrai débat. C'est rigolo d'en parler un petit peu parce que c'est une question de réglage de jeu, et cette question-là, on n'était pas du tout d'accord. Donc, et je le dis, c'est pas pour dire à Sylvain t'as tort et moi j'ai raison, c'est pas ça. On peut ne pas être d'accord sur certains aspects. Le jeu, c'est du ressenti, c'est du plaisir. Si tu ressens pas de plaisir sur un truc, t'as pas tort ou raison, c'est ton avis personnel. Et sur celui-ci, effectivement, dans la discussion, lui me disait le jeu est buggé, et moi je lui répondais ils ont choisi ça, c'est parce qu'ils en ont conscience, c'est pas possible, ils ont travaillé des semaines et des semaines, ils ont choisi cet état de fait, et en fait moi j'aime bien que ça soit comme ça, que ça aille vite et qu'on n'ait pas besoin de se poser la question. Effectivement, Momalin, c'est un jeu d'association d'idées et d'ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça en général, les jeux du type comme Nems, ils sont pas très fun. En fait, on rigole parce qu'on se crée des trucs autour de la table, mais le jeu en lui-même, il est très sérieux. Là, c'est pas le cas. Là, on se marre. C'est le jeu où j'ai le plus vu tricher. Par exemple, c'est un jeu avec le Momalin temps réel. C'est vraiment le jeu de quoi où tu triches le plus. On a le droit. C'est quoi c'est ça. Il y a quand même tu peux avoir un niveau de triche qui est quand même assez incroyable dans ce jeu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment qu'on se rend bien compte qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est que les gens s'amusent. Oui. Et qu'au final, la vision très, très froide, très stricte du gamer, qui dit oui, mais ça c'est pas bien parce qu'à la fin il y a ce truc-là. En fait, on s'en carre un peu, quoi. Ce qu'il faut, c'est que les gens s'amusent, il faut que le jeu procure du plaisir à chaque partie. Et donc, finalement, ces micro-réglages, parfois, il faut les abandonner, ils servent à rien, en fait. Au final, ce que les gens vont se souvenir, c'est que c'est chouette, ils ont fait deviner des trucs, c'était un peu tapagaille, et on a rigolé, quoi. J'ai une anecdote d'ailleurs sur Momalin, l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de partie, c'est parce que c'est un jeu, alors je ne vais pas essayer de l'expliquer là, ça va être un petit peu compliqué ce matin, mais pour résumer les choses, on va poser des cartes avec des coordonnées abscisses et ordonnées sur la table, on va essayer de bien les ordonner, en regard des abscisses et des ordonnées, il y a des mots, et on essaie de trouver tout simplement, en prononçant un mot, celui qui va correspondre à une coordonnée. Donc c'est aussi simple que ça. On fait des associations d'idées. Et à un moment, dans une partie, on a commencé à faire des accents. Et on disait toujours le même mot, mais en changeant l'accent. Donc je ne jouais plus du tout, à la règle. Mais d'un seul coup, tu as un fou rire. Tu passes une partie extraordinaire. Elle n'a aucun sens. Mais c'est ça aussi que ce type de jeu peut provoquer. Ça, je ne l'avais pas anticipé, par contre. Il faut venir tester avec Martin, c'est important. Oui. Tu aurais pu le rajouter en règle bonus. Ouais. Les 2 derniers gros succès, c'est pas forcément tes 2 derniers jeux, j'essaie de réfléchir, est-ce qu'il y en a eu entre ces deux-là ? Festival est sorti. Oui, il est sorti entre deux. Ouais, c'est vrai. Mais Festival. Non, même après. Là, c'est un quatuor de jeux quand même avec un tout petit peu de succès tout autour. Je connais pas les ventes de Festival, ça on peut pas vous les donner là, mais par contre sur les traces de Darwin, c'est quand même un énorme succès. Jeu publié par série We Are French que tu as fait. Avec Mathieu Verdier, ouais. Avec Mathieu Verdier. Et donc pareil, jeu familial. Le développement de ce jeu était vraiment très très vite. Et puis donc après nous, on était très contents de la mécanique, mais je pense que ce qui a vraiment porté le jeu, c'est la qualité de l'édition, qui est une performance éditoriale, vraiment incroyable. Ouais. Et alors j'avais un peu peur du positionnement du jeu parce que jeu familial à 35 €. Mais finalement, ça a été assez bien accueilli. Je pense qu'on ouvre la boîte, bon. Si, je pense que... Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez de cet aspect-là, mais on parle énormément de petites boîtes à 20 balles, voire moins, actuellement, comme le secteur qui porte le jeu de société. C'est une évidence, on ne peut pas dire le contraire, et il y a un enjeu économique dessus. Mais dans les retours et les attentes des joueurs autour de moi, en tout cas, et les miennes personnellement, j'ai le sentiment, et peut-être je me trompe, qu'il y a vraiment une place pour les jeux de plateau, on manque un tout petit peu de jeux de plateau. Alors celui-ci, c'est un petit plateau, mais il rentre un peu dans cette catégorie-là. Et est-ce que vraiment
il ne faut sortir que des jeux de cartes du type de Château Combo, dont on parle juste après. Est-ce que vraiment il y a plus de place pour ce type de jeu? Je suis pas sûr. Je me demande si on manque pas de jeux de plateau hyper familiaux. Des jeux de petits plateaux, quoi. Ouais. Mais faut pas occulter. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. En fait, il y a un vrai marché du jeu. C'est sûr que les petites boîtes se vendent très bien parce que les gens commencent à être un peu comme le marché allemand. Ils rentrent dans un magasin, ils achètent tout ce qui est à moins de 15 €. Oui. Et c'est très bien, ce qui explique pas mal de succès. Mais c'est pas pour ça c'est pas parce que ces boîtes-là se vendent beaucoup plus que le marché des jeux un peu plus chers a disparu. Ce qui est sûr, c'est que le marché gamer, Kickstarter, les grosses boîtes, ça, il est mort, à mon avis. Il se trouve plus qu'en ligne et sur Kickstarter. Ça, toutes les boutiques le disent. Mais le jeu moyen, etc., il y a encore des vraies ventes, encore une appétence pour ça. Il faut pas se tromper de débat, quoi. C'est pas parce qu'il y a un truc qu'ils ont énormément que les autres ont arrêté de se vendre. Ces trucs-là se vendent énormément et le reste se vend très 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 bien. Oui, mais voilà, j'ai l'impression qu'on en manque un petit peu des jeux du type de Sur les traces de Darwin, ce qui peut-être explique aussi le succès de ce jeu-là, parce que comme il est très efficace et très beau aussi, on a du plaisir. Et est-ce que là, sur ce Noël-ci, il aura encore, les boutiques nous le diront, mais est-ce que c'est le jeu qu'on va encore conseiller quand les gens disent « Moi, je voudrais quand même une belle boîte, je voudrais qu'il y ait une présence sur table », cette fameuse présence sur table qui fait plaisir aussi. Est-ce que naturellement, le ludicaire va se tourner vers les traces de Darwin? Parce qu'en vrai, le choix n'est pas immense dans cette catégorie-là. Dans les jeux plus anciens, oui, mais on a tendance à regarder les nouveautés aussi, naturellement. Sinon, on retourne sur des aventuriers du rail et ce genre de jeu, bien sûr. Ou alors Captain Flip. C'est ce que j'allais dire, voilà, justement. On va en parler juste après. Et le marché du gros jeu est mort. Est-ce que économiquement il est mort? C'est ça l'autre question. C'était éditeur de gros jeux, est-ce qu'il y a encore moyen d'en faire? En boutique, oui, on sent que c'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Les très bons, ils se vendent, toujours pareil. Les très bons se vendent, mais pour un Ark Nova qui fait des ventes incroyables, je suis pas sûr que on parlait hier de Black Forest, par exemple. Je suis pas sûr qu'économiquement, éditer Black Forest, ça soit vraiment rentable. Ça a du sens, oui. C'est une vraie question, et c'est une question qu'il faudrait poser aussi aux boutiques, pour voir leur regard sur ce secteur-là qui devient compliqué pour les éditeurs. Donc, comment les boutiques le perçoivent? Quelle est la place qu'elles consacrent à ce type de jeu? Est-ce qu'il y a toujours une attente, un besoin? Et de combien de jeux? C'est l'autre question qui se pose. Même chose sur les Lacerda, on en parlait hier aussi. Ah oui, non, mais les Lacerda. Les Lacerda, là, en fait, les boîtes s'auto-remplacent sur les étagères, quoi. C'est un succès, c'est l'édition, c'est la micro-édition, mais est-ce que c'est un avenir? Voilà. On termine ta ludographie. Ça y est, on va pas faire ça dans notre besoin, il y en a trop. Avec Château Combo, donc ça c'est l'un des gros succès. C'est vrai qu'il rentre un peu dans la même catégorie en termes de moments que sur les traces de Darwin, je trouve, moi. En tout cas, c'est-à-dire que c'est deux jeux où je dois reconnaître qu'en faisant ma première partie, je me suis pas dit waouh, j'ai jamais vu ça. Je me suis pas dit ça sur ces deux jeux-là. Mais par contre, objectivement, c'est ceux qu'on a le plus sorti pendant. On sort moins les traces de Darwin maintenant, mais pendant une période, systématiquement, quand quelqu'un arrivait au chalet, c'est quoi les jeux du moment? Ah, celui-là, j'ai pas joué, on en fait une partie. Et bah oui. Alors que tu vois, on m'aurait dit ça sur Black Forest, c'est bah non, là, on n'a pas le temps. Mais ceux-là, c'est facile. Et Château Combo, oui, on l'a énormément sorti ces derniers temps. Mais finalement, je crois qu'il faut que je m'habitue à entendre ça, que les jeux sur lesquels je travaille, il n'y a rien d'original, parce que je pense que c'est ce que je vais faire beaucoup. Ouais. Et en fait, ça me va parce que moi, la priorité, finalement, c'est le travail que j'y mets et la sensation que j'ai envie de donner. J'ai pas spécialement envie de faire des jeux super originaux, mais des jeux efficaces, quoi. Et en fait, c'est à ça que je joue aussi. Donc mes jeux, mon top 10, c'est pas des jeux très très originaux, quoi. Donc c'est le deuxième jeu que je fais avec Mathieu Roussel. Oui. Donc toujours pareil. C'est le cadet, non, de sa famille? Cadet Roussel, il a beaucoup aimé j'ai la le blague. droit, Il fallait que je te passe le message. Ouais, il aime beaucoup la blague. Non, je détesterais, moi, surtout qu'on lui a fait 250 fois. Pas sûr. Donc petit jeu de cartes à combo de points plus, mais donc on place 9 cartes dans un carré de 3 par 3 et toutes les cartes sont différentes. Donc on va pouvoir faire plein de stratégies différentes et c'est un jeu résolument opportuniste. Oui, opportuniste. Oui, bien sûr. Et on s'adapte à ce qui se passe sur la table et vous ne maîtrisez pas tout. Forcément, si les bonnes cartes tombent, vous allez gagner. Sinon, ça va être plus compliqué. C'est vrai que le tirage a un peu d'incidence dans le fait de vous permettre de remporter ou pas la partie, bien entendu, et en même temps, est-ce que c'est un problème? Je pense pas forcément sur ce type de jeu. C'est toujours ce rapport au hasard et au tirage au sort. Si le jeu est très long, très lourd, c'est insupportable qu'à la fin, c'est le hasard qui décide. Ce soit le hasard qui décide. Là, non, là, c'est juste agréable. C'est un équilibre à trouver, l'équilibre visiblement est bien trouvé.
Pour revenir à ce que tu disais sur le design, que tu n'étais pas des choses très originales, en fait, je pense que ce qu'il y a dans tes jeux, c'est que les gens s'amusent. Et si tu prends Paul Denen, donc l'auteur de Dune Imperium et de Clank, si on regarde froidement, mécaniquement, ce qu'il y a dans Dune et dans Clank, c'est des jeux, en fait, des mécaniques qui sont assez simples, c'est un patchwork, c'est un DJ, mais il se fait qu'il fait des jeux qui créent une tension super forte, qui créent du plaisir, une partie de Dune Imperium. À un moment donné, après 3 tours, on sait, on est tous en tension, mais une bonne tension, c'est pas une tension de blocage, c'est une tension de j'ai envie de faire ça et ça et ça et ça, c'est de la combo, c'est du plaisir, etc. Et finalement, c'est plus fort qu'un mécanisme fondamentalement original. En fait, ce qu'il faut, c'est que les gens s'amusent, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils ont envie de rejouer. Et ça, c'est pas spécialement en ayant une mécanique automatiquement originale. C'est vraiment, c'est du développement, c'est de l'ajustement, c'est enlever ce qui gratte, mettre du plaisir, et ce qui fait que ça marche, en fait. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Oui, d'accord. Thomas. Hop, je rapproche mon micro. Oui, c'est important, et c'est vraiment une remarque qui est un peu essentielle, parce que c'est presque bizarre parfois qu'on s'attarde uniquement à cette originalité comme un critère essentiel. Et à un moment, le critère qu'on citait systématiquement, que je voyais parfois même dans les notations des sites internet, je me rappelle du moment où Trick Track a fait une notation avec, tu sais, 4 pôles en disant ça c'est noté sur 5, ça sur 5, et dedans tu avais interactivité. Je me dis, en quoi c'est un critère? En quoi un jeu solo est forcément mauvais parce qu'il n'a pas d'interaction entre les joueurs? Interaction, pas interactivité, pardon. Et effectivement, on met aujourd'hui l'originalité, et je comprends pourquoi, comme un critère essentiel dans le jeu de société, dans le fait que celui-ci, tu peux l'éditer parce que là, vraiment, tu as cette petite originalité. Je ne vous parle pas de jeux qui copient les autres, ça c'est encore autre chose. Oui, mais là, c'est clair. C'est absolument pas la question. Et si tu regardes bien, il y a plein de jeux très originaux où tu ne joues qu'une fois, parce que la découverte et le twist, en fait, c'est pas forcément on dirait pas lequel, on parlait d'un éditeur qui fait que des jeux originaux, hyper originaux, mais qui sont pas forcément extraordinaires hier. Oui. Ouais, mais il y en a plein des jeux où tu as vraiment un concept très fort, où la première fois tu fais je veux y jouer parce que le jeu il te propose ça, et tu t'aperçois que passer la première partie et passer la découverte du gimmick rigolo, c'est des jeux auxquels tu reviens pas. Enfin, il y en a plein, on peut en citer plein. Où j'ai joué qu'une fois et j'ai trouvé ça très bien et j'ai jamais rejoué. Et globalement, un jeu, t'as envie qu'il ressorte, quoi. Je peux faire mon traditionnel parallèle avec la bande dessinée. Vas-y. Attention, parallèle bande dessinée, messieurs dames. Moi je fais jamais rien d'original. En tant qu'auteur de bande dessinée, quand je fais des gags, tous les jours, je fais mon petit gag habituel et tu te dis pas, oh là là, il a inventé le gag, le mec, c'est fou, quoi. C'est juste le petit moment de plaisir que tu vas rechercher, et jamais on me fait des critiques en disant, Martin, c'est pas très original, est-ce que tu fais des gags comme tout le monde? Il y a 50 ans, vous êtes déjà des gags. Oui, on n'est pas obligé systématiquement de créer sa grande œuvre. Je suis dessus, ça sortira en 2076, mais on peut aussi avoir des créations qui font plaisir, tout simplement, parce que le plaisir, c'est un critère assez important aussi. D'ailleurs, tiens, je vous parle de bande dessinée, parce que c'est le moment où j'avais préparé mes trucs. Vous pouvez. Non, mais merci à ceux qui ont acheté des originaux hier sur le site internet. On a eu quelques-uns qui sont passés. Chaque jour, je vous fais ma petite auto-promo dessus. Chaque jour, vous avez la possibilité de pouvoir vous connecter au site unmondedejeux.fr. J'ai changé le bandeau, c'est ici en haut, et de regarder les nouveaux dessins qui arrivent. L'originalité de cette vente exceptionnelle du mois de décembre, c'est que les prix diminuent chaque jour. Donc par exemple, le premier dessin est arrivé à son prix le plus bas, 150 €, ça ne diminuera plus. Si vous voulez l'acheter, ça sera à ce prix-là. Si personne ne le prend, il disparaîtra malheureusement. Et aujourd'hui, j'ai rajouté 2 dessins. Donc, j'ai rajouté le petit dessin que j'avais fait sur le Meeple Arc de Triomphe l'an dernier. Et puis l'autre, c'est le dessin d'hier, ce qui a été publié hier sur le site de Philibert. Voilà. Le prochain arrivera demain matin. Pour l'instant, ces deux-là sont à un prix plus élevé, mais chaque jour, le prix diminuera. Pour ceux qui veulent acheter des originaux, les mettre sous le sapin, parce que c'est un magnifique cadeau de Noël quand même, n'hésitez pas, il faut se connecter sur le site unmondedejeux.fr. Est-ce que ça serait pas le moment de parler de Captain Flip? Ah peut-être. Gros succès, Captain Flip, je crois. Je me suis laissé dire que ça avait plutôt pas mal marché. Là, en prod, parce qu'il faut différencier 2 chiffres, c'est le nombre de boîtes que l'éditeur a produit, et là on est autour de 120 000. 120 000 exemplaires, monde. Au niveau des ventes boutiques vraiment réelles, etc., facturées, on va atteindre les 100 000 maintenant, quoi. Donc, sur une année. Donc il est sorti quand moins. Il est sorti en février, le 14 février. 15 jours avant Cannes, c'est ça. Pour la mi-février. Mi-février. Donc c'est un très gros succès. On est très content, quoi. Oui, ça m'a marqué hier, vous m'avez parlé du premier tirage qui n'était pas si élevé que ça, en fait. Quand même, si, 30 000. Ah, 30 000, ok, j'avais entendu moins.
Ah oui, non, on était à 30 000. 30 000, oui, c'est déjà pas mal. Ouais, non, je confirme. On avait plusieurs pays dès le début, quoi. C'était une des forces d'Asmodée, c'est qu'on avait quand même des partenaires sur le premier tirage. Et donc, c'est un jeu de Paolo Mori et Remo Conzadori. Je suis presque arrivé. Oui, c'est pas mal. Pourquoi Remco? Ah, Evenpool. C'est pas son prénom, Evenpool, le cycliste belge. Tu devrais connaître les cyclistes belges. Je connais rien en foot. Je connais rien en foot. Effectivement. Je connais rien. Remo Conzadori, donc ils nous ont proposé un jeu qui est vraiment dans l'époque, je trouve aussi hyper simple à expliquer. C'est vrai qu'en 2 minutes, tu as expliqué les règles, tu te lances dans la partie, et quand même avec du renouvellement à l'intérieur, parce qu'il y a différents plateaux. Voilà, si vous ne connaissez pas encore ce jeu, normalement vous le connaissez. Il est disponible notamment sur Board Game Arena, et gros succès sur Board Game Arena. On va atteindre le million de boîtes, le million de parties. Le million de boîtes. C'est le but, le million de boîtes, et c'est un jeu qui peut le faire. Oui. Parce que là, 120 000, c'est sa première année. Il ne faut pas que ça s'essouffle. On attend Noël, en fait. Il n'a pas fait de Noël, en fait. C'est vrai. Il n'a pas encore fait de Noël, donc c'est quand même des très 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 bons chiffres. Ce qui prouve aussi qu'il y a moyen de vendre des jeux à plus que 15 €. Et donc le Noël va être c'est un peu clé. C'est la première fois qu'il apparaît dans les catalogues aussi. Donc c'est quand même beaucoup de choses. C'est un événement important, c'est une étape importante. Maintenant, avec tout ce qu'on a déjà vendu avant, il y a quand même peu de chances que ça se passe mal. De toute façon, ça se passe bien, on a déjà les chiffres en fait. Mais, spoiler, ça se vend bien. Voilà, donc non, mais on ne sait pas dire dans 3 ans où il sera. Moi, je trouve que c'est ça qui est dur. C'est vraiment un jeu qu'on adore, que j'ai encore du plaisir à jouer. Je trouve qu'il a une facilité de jeu et il a du plaisir à chaque tour. Et ça, on parlait de plaisir, c'est vraiment essentiel. Je flippe ou pas, c'est du plaisir. Et ça, je pense qu'il fait que le jeu va pas mal vieillir. Il peut s'installer parce que à chaque tour, on a cette micro-décision, on a le placement qui est intéressant, etc. Donc voilà. Mais nous, on est convaincus, sinon on n'aurait pas édité. Et là, pour revenir sur l'originalité, du coup, je trouve que je dirais que c'est plus un twist qu'une grande originalité, mais je trouve que tout a été fait autour de ce twist-là et pour le plaisir du joueur, quoi. Ah oui, donc, complètement. Mais c'est la... Pardon. Non, c'est bon, mais je trouve ça brillant, Captain Flip, c'est tout. Merci. En tant que joueur, ce que j'adore chez Paolo Mori de manière générale, tous ces jeux ne sont pas réussis. Il y en a certains où je me dis, bon, voilà, je suis un peu passé à côté, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Mais par contre, je comprends toujours son intention. C'est ça aussi qui me marque chez un auteur. C'est vraiment quelqu'un qui joue avec les sensations, la frustration et les dilemmes autour de la table. Je pense que le mot dilemme est celui qui lui correspond le plus. Tu es toujours en train de te dire, je fais ça ou pas, et cette petite seconde d'hésitation qui est pas longue dans Captain Flip parce que c'est juste je retourne ou pas, et c'est très court comme sensation, comme attente, mais cette sensation là je l'adore parce qu'elle te crée tout de suite quelque chose dont tu te souviens, des émotions, tu sais, ça fait vibrer, on doit avoir une petite corde à émotion à l'intérieur et elle vibre bien sur les jeux de Paolo Mori et notamment et aussi de Remo Conzadori, pardon, mais je le connais moins sa ludographie. Par contre Blitzkrieg, je ressens ça tellement fort dans Blitzkrieg. On a fait une petite vidéo, on le remonte d'ailleurs, Blitzkrieg, ça m'a fait plaisir avec Mathias. Je l'ai repassé sur les réseaux. On a rejoué à Blitzkrieg et vraiment qu'est-ce que j'aime ce jeu, cette sensation là en permanence. Là il y a beaucoup plus de choix, il est plus exigeant qu'un Captain Flip, mais par contre on est sans arrêt, dès qu'on finit la partie on se dit on revit sa partie. Paolo Mori est très accessible. Est-ce que vous avez pensé, je pose la question, ça je me doute, à une extension sur ce jeu? Alors on pense à beaucoup de choses. On a plein de projets. Le truc est certain, c'est que les gens qui viennent à Cannes, faut qu'ils passent sur notre stand, pour acheter Zénith ou voir Zénith en tout cas. Et il y a peut-être quelque chose pour Captain Flip qui sera disponible. Gratuitement en plus. Incroyable. Moi j'aimerais bien, mais ça c'est mon avis perso qui est complètement inintéressant par rapport à un regard d'éditeur. J'aimerais bien un Captain Flip un poil plus expert. C'est vrai que des fois j'aimerais bien que la grille elle soit plus longue à remplir et que je passe plus de temps dessus et que mes choix soient du coup se traînent un petit peu en longueur. On a des projets, on a des morceaux de proto. Il y a des morceaux de proto dans cette boîte, on ne va pas les montrer, mais voilà. C'est cette boîte-là? Ouais. Non, évidemment. Il y a plein de morceaux de proto. Pendant qu'Antoine fait jouer à Mille Bricola pour ceux qui sont belges, il y a des choses, on travaille sur Captain Flip. C'est trop tôt pour en parler, à part cette petite chose qu'il y aura à Cannes. Mais après, vous pourrez en parler en douce, parce que moi je suis pas journaliste. On parlera en off si tu veux. Je veux bien, mais ce qui est peu probable, c'est qu'on sorte une version plus complexe. Ce qu'on travaille, c'est pour étendre le plaisir, pour répondre à une configuration de joueurs qui est le jeu à deux, en fait, qu'on a envie d'exploiter. Donc là, les auteurs travaillent sur pas mal de petites choses par rapport à ça.
Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas de solution pour rajouter des tuiles. Ça paraît, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter des tuiles, etc. Rajouter des personnages complets, c'est très très complexe, puisque on a déjà les solutions mathématiques, etc. Mais ça va déforcer le set, et une des forces de Captain Flip, et c'était notre travail éditorial, c'était de vraiment faire que les 9 personnages combattent parfaitement, et rajouter un nouveau personnage dedans, ça risque de mélanger la soupe et de détruire l'équilibre. Donc voilà, mais on a des réflexions, on a des idées, on travaille, les auteurs travaillent, pas assez, mais ils travaillent. Mais ils ont d'autres projets, on va les fouetter un peu à partir du début de l'année prochaine. Timo Rage qui nous dit pas sûr qu'une version experte de Captain Flip soit une bonne idée. Bah oui, non, mais je n'ai pas dit que c'était une bonne idée. Je vous ai dit que moi, j'aimerais bien avoir un grand truc où tes enjeux du début ne vont pas forcément plomber ta partie si ça ne se réalise pas. C'est-à-dire des choix qui traînent un peu plus en longueur, mais c'est un autre jeu, on est entièrement d'accord. Et évidemment que c'est sans doute pas une bonne idée. Si tu regardes les grosses lignes de jeu, je vais faire des parallèles, Captain Flip n'est pas à ce niveau-là, mais Azul, Ticket to Ride, Carcassonne, etc. Il y a des jeux plus compliqués, et en fait ils ne marchent pas spécialement. C'est-à-dire que les gens aiment Azul et Ticket to Ride parce que c'est simple, efficace, rapide, etc. Leur proposer une autre version plus complexe, en fait, barrez-vous, allez jouer à un autre jeu. Oui, c'est plutôt ça ma logique. Ouais, t'as d'autres jeux qui le feront mieux souvent. Mais c'est pas aussi carré, il y a des versions d'Azul qui marchent bien quand même, etc. Là, sur King Domino, par exemple, les versions plus complexes n'ont pas marché. Voilà, et c'était plutôt, peut-être, l'éditeur a tendance à dire, peut-être on n'aurait pas dû aller par là, ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'est la réflexion de l'auteur qu'il faut pas, enfin du public qu'il faut pas écouter en fait. Ah, on aimerait bien un truc avec ça va être super, ça va être plus long et plus chouette. Non, ça va pas être bien en fait, ça va pas se marcher. Les gens ils veulent ce jeu-là parce qu'il est simple, efficace. Zénith, c'est la nouveauté, peut-être le moment d'en parler un peu. Donc Zénith, il arrive pour Cannes, un an après Captain Flip. Vous avez déjà votre jeu de l'année prochaine, de Cannes 2020 Non. On a des choses, on a un line-up jusqu'à 2026, voilà, pour confidence, mais on n'a pas de troisième jeu, on attend les auteurs qui nous regardent. On va lancer les rendez-vous la semaine prochaine. Ah bah je vous fais un jeu en 5 minutes, moi là je prends une douche, je sors un jeu, c'est bon. C'est comme ça que ça marche. Bah oui, évidemment. 100 000 exemplaires au moins. Ouais. Maintenant que je sais qu'il y a une place de disponible, facile. Hein. Faut la prendre. Vous recevez beaucoup de protos ? Dernièrement, moins. Il y a eu des périodes où vraiment beaucoup, et dernièrement, moins. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est pas... Autre question subsidiaire. Pourtant, j'essaye de répondre à tout. Vas-y, je t'ai coupé. Non, mais en fait, au début, on était très actifs sur la recherche, et puis là, en fait, avec 2 jeux en interne, ça nous a pris énormément de temps, puisqu'on travaille, on joue énormément les jeux, on les développe, on a énormément de réflexions et de réunions avec les auteurs pour enlever tout ce qui nous gratte, pour les faire réfléchir, pour les travailler, comme je dis, c'est fouetté, quoi. Et donc ça prend du temps. Et Antoine a une vie beaucoup plus chargée encore que la mienne. Ah bon ? Le padel, tout ça. 2 familles, une au Japon, une en France. Mes nombreux enfants, tout ça, ça prend du temps. Donc oui, on n'a pas été très actifs sur le recrutement, on reçoit des jeux, mais là on va se relancer un peu plus dans la... Mais de toute façon, le but c'est pas de sortir plein de jeux, le but c'est de sortir des jeux qui se vendent. Oui, que les gens aiment. Donc, bien sûr, non, mais la question c'était est-ce que vous en recevez pas mal ? C'est surtout ça la question qui se pose. Et puis l'autre question subsidiaire, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous envoyer des jeux ? Ça, c'est une question. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que finalement les jeux que vous avez signés, découverts, est-ce que c'est pas plutôt dans la rencontre ? Je sais que sur Captain Flip, vous m'avez dit que vous avez démarché Paolo Mori en lui demandant... À Essen, on a pris plein de rendez-vous ce Essen-là. Donc c'est pas qu'un jeu que vous avez reçu, c'est presque dans l'autre sens. Sur celui-ci, c'est Grégory, t'as envoyé le proto ? C'était un fond de placard, hein, c'est ça. C'est à moitié un hasard. C'est à moitié un hasard. Vas-y. Raconte l'anecdote. C'est très perturbant, je vais me lever, mais tu peux continuer à répondre. Je vais regarder parce que je trouve que c'est un peu surexposé moi. Le destin de RepoProd est un peu lié à Frédéric Bizet, donc l'éditeur de Bad Tales Game. Puisqu'il nous avait dit un jour sur un salon, tu devrais aller essayer Time's Up, c'est vachement bien. Donc on avait acheté Time's Up sur le stand d'Edelberger à Essen à l'époque. Et là, Fred te connaît. Il a édité mon premier jeu, Majority, du coup, et il fait partie de notre collectif rouennais. Et donc en le croisant, je crois qu'il t'a dit, va un peu voir les mecs de Playpunk. Et donc le lien s'est fait comme ça, quoi. J'avais fait un jeu de draft. Qu'il aimait beaucoup, Fred, et il a proposé à Thomas de le voir. Proposer un jeu de draft à Thomas et Antoine, c'est la pire idée, mais bon. Il faut un peu du courage, quand même. Et finalement, donc ça a pas accroché sur ce jeu-là, et c'est Mathieu Roussel, mon co-auteur, qui m'avait dit tu devrais prendre quand même dans le sac Zénith
On l'avait, on était super content du jeu, tout ça, mais moi je l'aurais pas proposé de moi-même, je sais même pas pourquoi. Parce que je t'ai demandé si t'avais d'autres trucs en fait. Et Ouais. tu m'as dit, bah oui, j'ai un autre truc. Et à l'explication, moi je me dis, oula, soit c'est un four, parce que donc pour Zénith c'est un tirage à la corde, mais il y a 5 cordes. Il y a 5 planètes qu'on va tirer à soi. Donc soit ça marche pas du tout, soit ça va être super. Et moi, après la première partie, j'étais chaud patate. J'en ai parlé à Antoine. On n'a pas eu le temps de jouer sur Cannes. Moi, je suis revenu, j'ai été faire jouer à la police des jeux, dont je porte le t-shirt et dont je suis très fier, qui est mon groupe de potes, et qui est bruxellois, je salue, à qui on a fait jouer. On a bien aimé. Moi, j'avais fait 12 parties avant qu'Antoine joue. J'avais pas encore Moi, joué, je disais, putain, il faut qu'il aime bien, quoi, parce que moi, je trouve ça vraiment super bon, quoi. Et donc, un jour à Paris, on s'est retrouvés pour je sais plus quelle raison, pour aller faire des escape rooms et du padel, peut-être. Et c'est pas vrai, pas du padel. Pour travailler. Tu fais du padel, pour toi travailler. Oui, un petit peu, mais j'ai mal au genou. Enfin, soit. Et donc, on a joué à Arconte, qui était le proto de Zénith. Et heureusement, Antoine a trouvé ça très bien, parce qu'il a de bon goût, évidemment. Et donc voilà, et l'aventure était lancée, quoi. Et alors nous, tout neuf dans le monde du jeu, ça a représenté quand même beaucoup ce Cannes-là où je descends et il y a Thomas qui me redemande la boîte, on était comme des fous. Après ça a été long, le temps qu'Antoine joue. Oui, bah ouais. C'était longtemps après, moi j'ai joué. Ouais. Je sais plus combien de temps. Un mois et demi, un mois après. Ouais, je pense, c'était bien un mois et demi après. Ouais. J'avais fait 12 parties, je m'en souviens bien. Et Pierrot, il a joué dans une salle d'escalade et je m'en rappelle, Pierrot. Ouais. Et moi, Pendant que les enfants faisaient du bloc, j'ai fait jouer Pierrot à Arconte. Je me souviens. Et moi, j'y jouais il y a un certain temps maintenant, parce que je crois que c'était à Paris Ludique. Il n'y a pas eu Paris Ludique cette année. Donc c'était forcément l'année d'avant. Ça fait un petit La moment. première fois qu'on le montrait C'est vrai publiquement, c'était ce Paris Ludique du coup de Il y a 2 ans. 2022, du coup, c'est ça 23 je sais plus, j'ai 23 perdu. du coup. Hein. Il y a pas eu cette année, 23. C'est fini 2024. Ouais, j'ai donc, perdu. Donc c'était 2023. C'est la première fois qu'on le montrait publiquement, je pense, à PEL. Voilà, tout à fait. Une longue installation. Et c'est vrai qu'il y a du développement, ça dure un certain temps. C'est pas trop dur le développement, Grégory? C'est la question parce que je sais qu'ils sont forcément très durs. Je demande à Grégory. Non, c'est bon. Il a dit non. C'est bon. Question suivante. Je crois qu'il y avait des vrai. questions dans le chat. On T'occupe pas du chat, il y a des questions. Regarde, je suis sûr qu'il y a des questions. Non, ça va. Dommage Alors, que j'ai pas moi fait j'ai le- l'impression d'être pas si facile que ça dans le développement quand en tout cas sur les mécaniques, mais pour le coup ça a bien matché parce que j'ai l'impression qu'on arrivait un peu aux mêmes conclusions assez naturellement. Puis il y a pas mal d'écoute, tout ça, Mathieu pareil. Donc en fait, pareil, là je crois qu'il n'y avait pas d'ego et on était vraiment au service du jeu. Donc je pense qu'on a formé une chouette équipe. Ouais, tout à fait. J'allais dire le premier mot. Développer un jeu, c'est vraiment se poser les bonnes questions et oser remettre en question ce qu'on a fait. Et pour le coup, vous avez été tous les deux pour des jeunes auteurs, parce que j'ai travaillé avec quand même pas mal d'auteurs. On a été super surpris, en fait. Vous étiez à l'écoute et vous aviez quand même vous saviez ce qu'était. De toute façon, nous, les développeurs, on ne veut pas se prendre la place des auteurs. Ça, c'est vraiment, faut pas se tromper. Un développeur, ça prend pas la place de l'auteur, mais c'est là pour le challenger, c'est là pour lui poser des bonnes questions, être certain qu'il n'y a pas une meilleure solution, etc. Et ça, il faut avoir une ouverture d'esprit et prêt au dialogue, à la réflexion, à casser des choses, etc. Et pour vous donner une idée, quand on expliquera Zénith, il y a 3 actions. C'est très simple. Il y a une action qui nous a mis tout le temps de développement, en fait, qui nous a mis 2 ans à être trouvé, en fait. Et chaque fois, on se dit, ah, là, elle est bien. Et puis 3 mois après, on fait, peut-être pas si bien, en fait. Et ça a duré, juste maintenant, elle est vraiment parfaite, cette action, elle est vraiment nickel. Mais on a osé se poser la question, ça marchait déjà bien avant, mais le fait de retravailler, de se poser la question, vous étiez ouvert à la discussion, etc., aux propositions, c'était vraiment un échange très intéressant. Et c'est ça je pense que c'est ce qu'il faut faire sur tous les jeux, en fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est l'action la plus simple qui nous a posé le plus de problèmes. oui, bref. C'est impressionnant et c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément développé systématiquement avec tous les éditeurs sans leur jeter la pierre nécessairement, mais il y a des jeux qui sortent très vite en fait. Entre l'idée, elle arrive telle quelle, elle ressort telle quelle. Il y a des éditeurs qui ne font pas ce développement. C'est vrai que vous avez la réputation, en tout cas chez Playpunk et chez Repoprod avant, parce que c'était le cas aussi, c'est une réputation qui date un peu, de développer à fond les jeux pendant très longtemps. Oui, clairement. Et c'est ce qu'on aime faire aussi, en fait. Oui, oui, bien sûr. Aussi parce que c'est ce qu'on aime faire, quoi. Mais oui, tout à fait. Et en fait, chez Repo, on était mal organisé, et donc c'était les jeux qu'on jouait le plus souvent qui montaient au-dessus de la pile, et donc c'était le développement sur les jeux qu'on aimait et sur lesquels on a envie de travailler, c'est ceux qui avançaient le plus et ceux qui ont été des gros succès. Et en fait, le développement, il est basé sur une volonté de se dire « Ah, j'ai joué, j'ai bien aimé, mais il y a un truc qui gratte. » Et cette envie d'enlever ce truc qui gratte, de s'assurer qu'il y ait toujours du plaisir dans la partie, etc., fait que on prend le projet à bras-le-corps et qu'on le travaille pour vraiment l'améliorer, quoi. Et quand le projet ne marche plus, à un moment donné,
on abandonne le projet. Mais ici, il y avait toujours du plaisir, il y avait toujours de l'attention, et donc on a vraiment fait pour qu'il y ait de l'attention à chaque instant et que les parties soient juste gagnables jusqu'au dernier instant. Et j'ai déjà vu des remontadas, etc. Enfin, les gens qui jouent, quand on jouera à Zénith, les gens vont voir, mais on a vraiment fait pour que qu'il y ait de l'attention et qu'il y ait du... Et ça prend du temps en fait. Équilibrer les cartes, équilibrer les actions, équilibrer le tableau de technologie, tout ça. Et ce qui est compliqué, j'imagine aussi, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des auteurs de jeux, et vous l'avez vu aussi nécessairement, c'est des auteurs qui ont une idée, qu'ils adorent, qu'ils trouvent géniale, et qui les ont apprivoisée. C'est-à-dire que cette idée-là, c'est plus possible pour eux de le changer, ils ont l'impression qu'il faut la garder absolument, et l'une des difficultés, ce que je t'entends souvent dire Thomas aussi, c'est qu'il faut souvent remettre les choses à zéro, recommencer un jeu depuis le début. Est-ce que c'est pas le plus dur finalement de laisser tomber des idées qu'on a déjà apprivoisées pour essayer de voir s'il n'y a pas mieux? Alors, je veux juste changer ce que tu as dit. On ne laisse pas tout à zéro. Le Zénith, la base, elle n'a pas changé. Il y a toujours sur une planète, etc. Les conditions de victoire ont changé. Et certaines actions, une action a été modifiée sur les 3. Sur Seven, on n'a jamais changé la base. Les 3 actions, elles ont toujours été dans le jeu. Mais il y a énormément de choses qui ont tous des micro-changements. Mais ces micro-changements ont vraiment créé un édifice beaucoup plus stable. En fait, l'édifice était très très bon. La première partie, elle était déjà très très bien. Et je pense que les éditeurs auraient pu éditer le proto en l'état. Vous auriez encore travaillé, vous l'auriez amélioré de votre côté, mais le fait de faire une équipe avec un team de développement et un type d'auteur, ça a vraiment permis d'y ajouter tout notre sel, toutes les idées des 4. Hein. Et comme on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous le même plaisir, on a mis ce qui faisait plaisir aux 4. Et comme on est 4 à avoir des trucs qui nous font plaisir, il y a beaucoup de choses que ça fasse plaisir à beaucoup de monde. C'est pas juste un cerveau. Mais voilà, mais on ne casse pas tout, on améliore tout, on enlève ce qui gratte. Bien sûr, il faut réussir à accepter que les choses grattent aussi, que c'est pas la version idéale. Il faut les voir surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. C'est un métier après. C'est un métier, puis c'est pas ça. Accepter de changer. Puis moi je suis le premier, je peux revenir à mon... Je vais me faire un jingle BD. Mais non, mais il faut un jingle avec des jeux. Que je te fasse un jingle. Ah bah oui, je sais que c'est toi qui l'as fait le mieux. Quand quelqu'un... Moi ça m'arrive de temps en temps que quelqu'un voit mon travail et me dit « ça tu vois, j'aime pas trop, tu devrais pas faire ça. » Et en général, ça m'énerve au plus haut point. J'ai dit, mais ta gueule, en fait, c'est moi qui fais mon idée. Je le dis pas, mais je le pense tellement fort. Et puis des fois, au bout de 4-5 jours, je me dis, peut-être je vais tenter un autre truc. Tu as évacué le fait que c'est quelqu'un qui t'a dit le truc. Il faut essayer de le digérer et de se dire, c'est moi-même qui ai l'idée de faire un autre truc là maintenant, et je vais essayer. Et je pense que c'est pareil pour le jeu, forcément. C'est très difficile d'accepter qu'une idée ne vienne pas de nous. Naturellement, je sais pas comment tu le vis toi. Nous, dès le début avec Mathieu, c'était pareil sur Château Combo, on s'était dit qu'on avait réussi à faire des chouettes jeux, mais qu'on voulait derrière une équipe pour nous aider, parce qu'on pensait qu'on pouvait amener ces jeux plus loin en travaillant, en ayant une autre vision, et c'est ce qui s'est passé pour Zénith, donc c'est top. La structure n'a pas changé, mais par contre, je pense que toutes les cartes ont changé. Il n'y a pas une carte d'origine, le tableau de technologie, pareil. Les conditions de victoire, il n'y en avait pas trop. Ils ont enlevé des trucs un peu marrants où on peut péter des planètes adverses. Par contre, ce qui est marrant en termes de game design, c'est que, mais je parle beaucoup, mais la version... Déjà, dans la boîte, il y avait une version 4 joueurs. C'était un jeu à 2, et il y a une version 4 joueurs. Et nous, ça nous excitait à mort, Antoine et moi. Et... on va dire un mid-dev, vous étiez plus tellement motivé. Toi, spécialement, c'était la team déprimée sur le jeu à 4. Alors que maintenant, et ça nous a mis un temps dingue, pour la développer, elle est ultra forte, etc. Mais nous, on avait notre vision, on était convaincus que ça pouvait marcher, qu'on pouvait trouver une solution qui plairait, et que ce jeu développer 2 joueurs pourrait vraiment très bien fonctionner à 4. Et c'est là où on vous a... tiré. La Ludovic Mouvement nous a aidé aussi, pour le coup. Un petit salut à Ludovic Mouvement qui a débloqué un souci qu'on avait. Et Antoine. Et après, et voilà, et ça, c'est vraiment la vision de l'éditeur en disant ça peut marcher, on va garder ça, on le met sur le côté pour l'instant, on développe le jeu à 2, mais à un moment donné, quand le jeu sera suffisamment solide et qu'on aura truc, on va réattaquer ce truc-là. Et on t'a un peu forcé, on t'a un peu dit, et on a fait des réunions où tu disais, j'aime pas en fait. Parce que finalement, on avait une version qui n'était pas assez épurée. C'est ça aussi. On avait des petits trucs qui grattaient fort quand même. Et par contre, à un moment, il y a eu une évidence quand même. Quoi.
Il y a plein de questions dans le chat. Bah, je je réponds regarde, à quelques questions que j'ai vu passer. Alors, bien sûr, Ouais. c'est en prod, mais c'est pas du tout la version du jeu. Ça, c'est un proto encore bricolé à la main. La boîte est un peu plus grosse et ça, tout sera bien plus qualitatif que ça. Mais on n'a pas encore de boîte de pré-prod. J'ai vu ça comme question. Par contre, on regarde peut le montrer matos. des trucs. On peut montrer des trucs. Alors, Qu'est-ce que tu veux montrer? montre des trucs. Je vous montre la vidéo. Alors, Tu me dis ce qu'on qu'est-ce que vient tu de veux mettre. On peut regarde montrer, ici. donc, Montre des choses. Mais première c'est- chose, c'est le un jeu est prototype. dessiné par Nayad. On l'a on pas va cité, regarder, ça, du coup, ouais. on l'a pas salue. cité, Nayad. Et il y a des éléments Ah, tu parlais plastiques du qui ne Rewood. sont pas du plastique, qui sont du rewood. Alors, donc c'est- montre-les ici, la Voilà. zone où on peut Une filmer. caméra là, vas-y, fais voir. Hop. Bon, je sais pas ce Donc qu'on dans voit le la jeu, c'est caméra, un jeu de tir à la corde et on va prendre l'influence c'est de petit, planètes. Et les 5 planètes sont faites en Allemagne par une usine qui s'appelle Wissner Wissner. et qui fait de la technologie Rewood. Et donc là, ça a été designé par Dominique Zoblat sur des premiers prototypes d'Antoine. Et donc les planètes sont des tokens donuts. Enfin, je sais pas si on peut dire donuts, mais On c'est des... verra pas la caméra. On verra Bon, pas, elle mais est un c'est peu des, loin, c'est des quoi. disques Ouais. un peu creusés au Convexe, centre. concave. Ah, allez, je se rapproche de la Et donc, qui pour sont ceux qui donc- connaissent, c'est du Rewood surtout, donc c'est pas du plastique, C'est de la cire de bois. qu'on C'est arrive de à la faire le cire point, de j'en sais rien. bois colorée, recomposée, agglomérée avec une colle. Ah, vous êtes fiers, ça, notamment depuis vous bio. aurez entendre parler beaucoup. Ouais, c'est Ouais, agréable. c'est chouette, on C'est essaie. agréable à manipuler, il y a une densité un Et petit en peu. plus, ça a une, ouais, c'est au contact, j'aime bien. Ouais. Ouais, c'est pas plutôt que du sympa. plastique. Tu veux comparer du plastique Non. Et faire des effets. Ça, c'est du plastique Bon, bah, je compare imprimé un à la peu. maison. ça. Oh, Ah. très désagréable. Là, c'est lisse. C'est lisse, ça. Ouais. On dirait C'est du des- jeton de caddie, là. Alors que là, Tu Rewood. t'attendais pas à faire une matinale plastique. Hein. On en a beaucoup parlé du Attends, la Rewood. soirée cuir. Ouais. Mais Bah, en fait, c'est le matériel que vous voyez. Il y a très peu de jeux pour l'instant qui l'ont. Il y a Kutnaora, Oui. qui est publié par Yellow, qui a ce matériel à l'intérieur. Je n'ai pas de c'est par, souvenir d'autres par jeux. Check Game, enfin, tous les jeux de Check CGE. Donc, Ah, CGE, les CGE, nouveaux, c'est ouais, dit, ouais. là, ouais, ça aussi. SETI, Ah, SETI aussi, et le c'est- premier, c'était Kutnaora, je pense. Ouais. Et donc, là, si on fait un parallèle avec le vêtement, ça fait des couleurs un peu chinées. Comme il y a du bois et de la matière de bois, ça fait des couleurs qui ne sont pas uniques, mais ce qui donne une texture et un toucher en fait très agréable. C'est exactement les mêmes techniques que l'injection plastique. Voilà. Ça prend un peu plus de temps, visiblement. Ils sont pas tout à Ouais, fait à l'heure. c'est- On est un peu inquiet, je vous c'est- cache pas, ouais. mais voilà. Ah, bah oui, il faut... Bah, sinon vous ferez du plastique. Non. on On va essayer de pas faire du aimerait plastique, bien ne mais- pas en faire, mais bon, on va voir. Ma foi. Sur un jeu comme ça, est-ce que la date de sortie elle est aussi prépondérante que sur un jeu comme Captain Flip? Est-ce que là on est sur un niveau un tout petit peu au-dessus quand même en Oui, termes on- de. C'est plus c'est quoi? C'est initié. On est dans la catégorie initiée. Ouais. C'est sûr que c'est un peu plus exigeant que Captain Flip en termes de règles. C'est vrai. Mais c'est un jeu où à ton tour tu joues une carte, donc c'est pas non plus un jeu très compliqué. Ouais. Parler de SETI, on n'est pas du tout dans le. Non, non, On non. n'est pas du Ouais. tout dans SETI comme catégorie de jeu. Ce qui est compliqué, c'est pas les actions. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a, comme chez Repo, et c'était un choix aussi en dev qu'on a testé quand on est allé à la Gathering of Friends, pour ceux qui connaissent. Le jeu à la base, il était développé avec du texte. Et Parce qu'il y a des cartes, il y a plein parce de qu'il y a cartes des avec des cartes, effets voilà. différents. Pour ceux Et- qui connaissent pas, il faut préciser. Et nous, le texte, en fait, moi je n'aime pas parce que c'est bien pour la première partie, mais c'est pas bien pour les 100 000 autres qui se jouent après. Et donc, un des défis qu'on a fait, qu'on avait testé donc, dans cette convention américaine, c'était de transformer toutes les cartes en icônes. Et il y a eu un long travail pour faire de l'icono la plus intuitive, la plus facilement compréhensible, etc. Et donc, ce qui est compliqué dans le jeu, c'est juste de comprendre cette grammaire d'icônes. Donc, il y a une aide de jeu recto-verso avec toutes les icônes du jeu. Et une fois que vous avez compris ça, en fait, c'est hyper simple. Votre première partie vous demandera un peu plus d'attention, un Oui. peu plus de compréhension. Mais une fois que vous aurez compris ces icônes, tout va être... C'est une évidence, quoi. Et ça, c'est en général, avec des non-joueurs, on va dire, c'est milieu de partie, des joueurs au premier tiers de la partie, ils maîtrisent tout à l'aise, et ils devinent et ils comprennent la suite des icônes, quoi. Ça a été un long travail en dev, avec pas mal d'allers-retours sur certaines icônes, mais on va pas rentrer dans le détail, mais des trucs qu'on a abandonnés en disant, mais non, en fait, il faut le présenter autrement, etc. Donc voilà, ça c'était aussi un long travail, mais maintenant, c'est tellement plus simple, en fait, d'avoir sa main, de pas lire des cartes, on voit la carte, on connaît les faits, etc. Et là, On peut du coup- peut-être, pardon, Ouais. citer celui qui a réalisé ce super défi, parce qu'il s'est bien débrouillé sur les icônes. Ouais, c'est Alexis, ouais. Alexis Van Merbeek, qui est le premier On a employé Repo très Prof. longtemps travaillé C'était pas dessus. simple. C'était pas simple, surtout Non, que c'est pas ça. on a chaque fois, on lui a fait faire des allers-retours
important, parce qu'il y avait des versions qui marchaient moins bien que d'autres. Et donc, il est assez doué, c'est Alexis. J'en ai souvent entendu parler en bien. Effectivement, il arrive à gérer des situations complexes. Et on avait préparé, on avait bossé en amont, mais il a encore bien rebossé dessus, ça a été très très long. Ça a été le plus long en fait finalement. La version finale de l'Icono, ça a été très Pierrot très long. qui dit Alexis le meilleur, effectivement, je crois qu'il a eu aussi un petit peu d'incidence chez Kif Édition pour les derniers projets. Ah oui, c'est un homme de l'ombre, mais il est précieux. On a peu parlé de l'illustration, là on les voit un peu sur ces cartes, c'est très très chouette, un type d'illustration auquel on n'est pas forcément habitué. Bah ça c'est peut-être Antoine, tu peux peut-être en parler. Ben, on n'est pas forcément habitué, non. Non, on voulait, c'est un jeu qui est quand même, qu'on voulait, comment dire, que le visuel souligne le fait qu'il n'est pas si compliqué que ça. En fait, ce que disait Thomas est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'iconos, mais le flux du jeu, la règle la règle de base, le cœur de la règle est très simple. À ton tour, tu vas jouer une carte de ta main. Donc on voulait quand même, pour ne pas faire peur aux gens, essayer de garder un maximum de public là-dessus, et donc d'avoir des illustrations qui ne soient pas trop, justement, jeu expert, ou jeu un peu dark, donc on voulait quelque chose de coloré, et d'assez presque familial, même si, attention, on n'est pas dans la catégorie de Captain Flip, c'est pas un jeu familial, mais ça reste un jeu accessible, et on voulait surtout que le look souligne ce fait-là, quoi. D'où ce choix d'illustration effectivement assez coloré, avec des personnages assez ronds, avec des robots assez rigolos et plutôt pop et colorés. Ce qui du coup a surpris déjà sur notamment les distributeurs étrangers. On a eu des remarques sur les choix de. Bon, on est très content de ce show-là parce que justement ça fait tiquer. Et on aime bien ça, du coup ça sort un peu, c'est pas forcément ce qu'on attendait sur un jeu de ce style-là, et je crois qu'on aime bien finalement que ça soit pas dans exactement ce qu'on va attendre par rapport à la famille de jeux qu'on propose, quoi. Ça me fait pas du tout tiquer, mais non, je te dis, on a eu des distributeurs, notamment internationaux, où les cultures graphiques sont différentes, tu sais, là on a toujours des remarques. Bon, après... C'est marrant parce qu'on ne se fait pas forcément ces réflexions-là pour les dessins animés. Pour les... Non, t'as des styles très différents, t'es content d'avoir des styles différents, et les dessins animés, ça touche le monde entier en général. C'est admiré en dessin animé, c'est quand même plus nouveau, j'ai l'impression, au jeu de société, quoi. Ouais. Alors sauf si t'as des jeux vraiment très familiaux, mais on n'est pas dans ce cas-là. Toi c'est très étonnant, hein, mais sur le jeu vidéo, tout le monde joue à Zelda, et personne n'est choqué que l'esthétique de Zelda, elle est très enfantine, etc. Astrobot, pour les gens qui jouent sur PlayStation, c'est ultra bien, c'est un super jeu de plateforme, etc. C'est ultra enfantin ou truc. Et en fait, ça choque personne dans le monde du jeu vidéo. Dans le jeu de société, je pense que les gens sont encore un peu choqués d'avoir un truc un peu plus kawaii, un peu plus pop, etc. On va faire évoluer les mentalités. Oui, c'est ça. Ça peut être une pierre qui fait évoluer les choses aussi, qui permet de construire un nouvel édifice. Il y a Root qui est très bon exemple. Root, le jeu a notamment eu du succès avec ce décalage, je pense. Le jeu est très bien, c'est un très bon jeu, mais je pense que ce qui a énormément fait parler, c'est ce décalage entre la catégorie de jeu et la façon dont il a été traité graphiquement. Je suis assez d'accord avec Pierrot qui nous dit qu'il pense que lui, c'est une super bonne idée d'aller à contre-pied des attentes, parce que ça crée des... faut aussi réussir à proposer quelque chose qui n'existe pas déjà pour donner aussi, une envie, c'est évident. Et non, là où je disais que c'est pas forcément un style qui était attendu, c'est que si jamais tu m'avais montré les illustrations sans me dire qui était l'illustrateur, je n'aurais pas su que c'était Nayad. J'aurais pas deviné. En fait. Il est assez bon pour ça, il arrive à avoir des styles différents. Je pense à quelque chose en termes de dev, parce que maintenant que je vois les cartes... Faut tout refaire, alors les autres... Faut tout refaire, non. Appelle l'usine. Il faut savoir que là, les cartes, quand vous allez les jouer, vous allez les appeler par leur nom, vous allez commencer à connaître certains personnages, vous allez connaître Charlemagne, vous allez connaître Quick Suzanne, etc. En fait, les cartes n'avaient pas de nom au démarrage. Elles avaient leur peuple, c'est-à-dire il y a 3 peuples dans le jeu, il y a des animotes, des humains et des robots, qui étaient des cyborgs historiquement, qu'on a enlevés. C'était une demande d'Antoine, et c'était un très bon choix. Et à un moment donné dans le dev, on s'est dit, si on mettait des noms, je pense que c'est Fabien aussi. Ça arrivait assez tard. Ça arrivait assez tard, et on n'était pas certain que ça marcherait. Et puis on a fait une partie, et c'était encore mieux en fait. Clairement. Parce que même si c'est un jeu... Il me semble que Grégory n'était pas chaud encore, comme tout le monde. On va dire ça. Moi je l'ai dit. Et au final... Mais en fait, le truc c'est que si le choix avait été fait en amont, les cartes auraient eu des noms, mais on avait joué, etc., sans nom, et donc ça ne nous a pas paru évident de les ajouter au démarrage, en fait. Et puis à un moment donné, on s'est dit, il faut les ajouter, on va tester, et ça marchait. Et ça apporte dans le jeu, très clairement. Mais ça, c'est parce que c'est après presque un an de travail, en fait, qu'on s'est dit, si on mettait des noms sur les cartes. Sans souci, Alors que ça paraîtrait une évidence comme ça, à reculons, des gens l'auraient dit, Dark Nova, les cartes ont des noms.
Non, tu dis Arculon, je rebondissais, Arculon, tout ça. Je fais des jeux de mots tout le temps. Bon, des fois, c'est très malvenu. Hein, C'est un petit jingle. Un petit jingle jeu de mots. Et donc voilà, c'est simplement, de nouveau, ça prend du temps de voir les choses en fait. Dans les premiers mois, on voit énormément de choses et il y a plein de choses, de petits changements qu'on peut apporter. Et après, c'est comme dans la hi-fi, pour avoir le son parfait, il faut vraiment aller travailler longtemps et les petites choses, on les voit plus en fait parce qu'on est déjà trop amoureux du jeu, on est déjà trop convaincu et on s'auto-convainc de plein de choses. Mais il faut se remettre en doute, quoi. Oser se reposer des bonnes questions. On revient à cette fameuse question de quand on a apprivoisé quelque chose, une mécanique ou n'importe quoi, c'est difficile de revenir en arrière parce que rien que le fait de la connaître par cœur, ça la rend plus simple et plus évidente, ce qui n'est pas forcément le cas pour quelqu'un qui arrive et qui découvre et pour qui c'est compliqué. Est-ce que vous avez prévu une tournée des Zéniths ? Une tournée des Zéniths, tu sais, pour faire des dédicaces, jeux de mots. Elle est excellente. Il s'auto-encourage sur ces jeux de mots, quoi. Dites quelque chose dans le chat. Il y a des questions, dites rien du tout. Les cartes uniques avec des noms, la marque de fabrique de Grégory et Mathieu. Ouais. C'est vrai ça ? Un peu. Bon, en même temps, vous n'avez pas fait 150 jeux, c'est dur sur 2 jeux ou 3 jeux. Dans Mon Malin, c'est vrai que toutes les cartes sont uniques avec un mot différent à chaque fois. Un nom différent. Par contre, c'est un jeu où il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille. Oui, parce que c'est vrai que tu fais des grilles. C'est vrai, c'est là qu'on se reconnecte. Est-ce que les règles sont dispo en ligne ? Oui, sur notre site qui est en train. Elles sont sur BGA. Le jeu est déjà sur BGA ? Le jeu est en alpha. Bon, il y a déjà qui peuvent y jouer. Château Combo, il y a une grille. Darwin, il y a une grille. Festival, il y a une grille. Montmalin, il y a une grille. Tribunal, on ne le connaît pas. Camelot, il y a une grille. J'en souviens plus. Camelot, j'ai pas de grille. Il y a une grille, c'est un morpion. Il n'y a pas de grille dans Camelot. Camelot, il n'y a pas de grille. Majority Camelot, il n'y a pas de grille. Mais j'en fais pas exprès. Il y a un pattern qui se dessine. C'est vrai. Et pour revenir à ce que tu disais, un des bons moyens pour oser se remettre en question, c'est faire des démos sur des festivals sur avec des inconnus. Oui, aussi. Mais je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui parlait j'avais fait jouer à Verviers. Et en effet, on est allé dans Mathieu Verviers. Pardon ? Continue. Oui, Mathieu Verviers. Mais c'est un bon moyen, en fait, parce que quand on va sur un salon, si on joue entre soi, on a des réponses et ça ne nous ouvre pas les chakras. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Quand on fait jouer des inconnus sur un salon, il y a des évidences qui nous sautent aux yeux, quoi, parce qu'ils ne comprennent pas ça, ou bien ils jouent différemment, ou bien ils font des remarques qui paraissent un peu bizarres, mais qu'il faut intégrer, et dont il faut trier le bon grain de livret pour aller chercher la vraie critique. Et on faisait ça très fort sur Ludinor à l'époque, j'allais chaque année à Ludinor, et ça a chaque fois servi dans ces petits salons, faire jouer les gens, des gens qu'on ne connaît pas, c'est essentiel. Alors, encore faut-il savoir entendre ce qu'ils disent, etc., mais jouer qu'entre nous, qu'en équipe de dev, c'est pas suffisant. Ça, et faire jouer des pénibles, c'est bien de faire jouer des pénibles. Non, mais c'est vrai, les pénibles, c'est bien de passer aussi. Je vais faire une blague, je vais pas la faire. Non, mais les gens critiquent. Ils critiquent plus du tout le jeu. Ils sont juste sur les blagues de heureusement qu'il y a des invités parce que les gens viennent pas pour les jeux de mots. Sur le site de Playpunk, il n'existe pas. Alors, Crotte de Bic, il existe complètement, ce site. Ah ouais ? Il y a un site tu ne l'as pas trouvé, il est mal référencé peut-être, mais il existe. Cherche encore. Playpunk.com. On les recrute pas, les pénibles, mais on les connaît. Il y a quelqu'un qui dit, je citerai pas, le pénible, c'est elle et un prénom que vous connaissez bien, mais c'est pas moi qui le dis. Blanc. Ah oui. Bon, il n'est pas pénible, Ludo. Non. C'est vraiment pas quelqu'un de pénible. Je pense pas que ce terme lui corresponde. Donc voilà, pour Zénith, vous le connaissez un peu maintenant. Nous, on va y jouer, parce que là, on n'a pas joué, mais naturellement, on a très envie de se lancer dans une partie. C'est ça le plaisir, c'est qu'on crée des matinales, on discute pendant 1 heure d'un jeu. Après, l'envie d'y jouer est forte. On fait un peu des blagues, mais très peu des blagues. On va terminer, et là, vous allez être juge. C'est vous, le jury de cette dernière rubrique de l'émission. On va essayer de savoir lequel a le plus d'ego, de boulard. J'ai été très sympa au début de l'émission, il y a moins sympa quand même. Alors, on veut le savoir, parce que là, vous paraissez gentil, tout ça, comme ça, mais c'est faux, on le sait. C'est faux. Vous avez un boulard de dingue. Tiens, j'ai trouvé cette image qui est très magnifique. belle. Ah oui, vraiment. Non, mais ça, c'est les images. C'est vraiment très pareil. Ça, c'est les images que tu vois sur Internet pour te dire oui, regarde, tu jettes ton E, ça fait go, on y va, ouais. Magnifique, motivationnel. Moi, j'aurais ajouté un L pour faire du Lego, puis voilà. Il y a beaucoup d'ego pour une petite silhouette Lego en plus, ça serait parfait. J'ai pas eu le temps de faire ça ce matin, pardon. Si t'avais une équipe, Si j'avais une équipe, on aurait fait ça 1000 fois. Un truc incroyable. Là, j'ai pris une image lambda sur Internet. Oui, on va parler de ça. Tu nous l'as dit, c'est important Lego aussi, Thomas. Ça me paraît effectivement, parce que c'est le problème de tout le monde, même ceux qui se disent ne pas avoir d'ego en général. C'est déjà qu'ils ont un problème avec ça. Moi, j'ai un gros problème avec l'ego. Je le dis sans aucun problème, c'est que naturellement, je me mets souvent pas en avant.
Et au final, je suis déçu parce que j'ai pas été mis en avant. Il faut le faire de soi-même. Des fois, tu sais, derrière, putain, j'ai fait tout ça. Au final, faut que je fasse tout moi-même parce que personne va me dérouler le tapis rouge, quoi. Mais non. Faut que j'y aille. On a même ceux qui sont, parce que les gens le disent souvent, que on est comment on dit, Humble. Ouais, c'est pas le bon mot en vrai, on ne devait jamais être complètement humble. On l'est un peu trop, nous, et c'est déjà un problème d'ego. Quand on est un peu trop humble, ça veut dire que peut-être on n'arrive pas à gérer le truc. On va voir. Celui qui d'entre vous a le plus d'ego, on va vous poser des questions centrales sur les différents Importantes, thèmes. ouais. Majeures. On peut ajouter des gens ou pas pour des distracteurs, non? On peut Ajouter des gens en plus des 4? Non. En plus de vous. Non. Hop, on va commencer par la première question. Ah. Pour lequel d'entre vous avoir un prix est le plus important? C'est sûr que c'est moi. C'est vrai que t'en as eu un peu moins. Ah non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout Tu pas. sais qu'il y a un truc marrant, c'est que moi j'ai eu des prix sur mes jeux à moi. Quand Captain Flip a été nommé et tout, j'avais beaucoup plus de plaisir et de pression parce que c'était ce jeu-là. Ouais. Et la raison, c'est que quand c'est un jeu en tant qu'auteur qui est nommé pour un prix, souvent t'as fini de travailler depuis longtemps, t'as refait 3 jeux. Alors que là, au moment où Captain Flip est nommé, on est encore en train de bosser sur Captain Flip tous les jours. Donc c'est pas du tout c'est pas la même histoire, le même effet quand t'es éditeur-auteur. Donc ça, c'était rigolo. Alors qu'effectivement, la fois où Hanabi est nommé en France, c'est sorti depuis 3 ans, je savais même pas je me rappelais même plus que le jeu existait. Tu vois. C'est très différent. Là, on est encore à fond sur le projet, donc ça n'a pas du tout le même impact, je trouve. Alors c'est plus une différence auteur-éditeur qu'une question d'ego là pour le coup, mais je sais pas, on en avait parlé, je crois, la dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de ce côté manga, tu sais, quand tu commences, tu sais, les mangas sportifs, tu commences rien et t'arrives à quelque chose et le manga se termine par le gros prix mondial et ça y est, t'as gagné, t'es champion du monde de tout. C'est valable aussi pour des mangas qui sont du type Dragon Ball, ce genre de choses. Tout ce qui est shonen ou un truc de sport. L'aventure Playpunk, elle a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes reparti de zéro en vous disant on réécrit l'histoire, on l'a connue cette histoire, on a été au bout avec nos expériences précédentes et là on veut revivre ça, donc forcément les prix autour de Captain Flip ils génèrent cette c'est Clairement, oui. Bah oui, c'est super agréable, forcément. Et vous avez donc eu plein de prix. Déjà sur Seven Wonders, vous avez combien sur Seven Wonders, vous les avez partagés, vous étiez bourré tout le temps, ça d'ailleurs. Catastrophe. On buvait pour le prix d'après. Non, Seven c'est clairement le jeu qui a eu le plus de prix que des jeux que j'ai édités. Il a tout raflé cette année-là. Il était vraiment impressionnant. Extraordinaire. Je reviens juste en arrière, je vois qu'il y a une question sur Régicide, si je peux me permettre. C'est tabou. Non, c'est pas tabou du tout. Il faut, en fait, sur Régicide, oui, on aurait modifié des choses, on n'a pas lancé le travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'on avait quand même beaucoup parlé avec les auteurs. On a fait 3 réunions de discussion sur ce que pour nous Régicide serait. Et je pense que c'est des mecs brillants et que les gens qui ont bien aimé Régicide doivent acheter la Régicide Legacy qui va sortir début de l'année prochaine. Je pense qu'il y a énormément d'idées qu'ils avaient déjà et dont on a discuté. On ne peut pas du tout avoir la paternité de ces idées-là, mais d'avoir des boss qui changent, d'avoir des niveaux évolutifs, etc. Nous, on est hyper curieux. En plus, la DA, c'est le même artiste qui est vraiment très doué. Donc voilà, oui. On ne sait pas ce que ça aurait été parce qu'on n'avait pas commencé à travailler. Mais probablement que dans leur projet, en tout cas dans la version 2 de Régicide, la version Legacy de Régicide, il y a beaucoup d'idées auxquelles on serait probablement arrivé, à mon avis. On a Claude Deby qui nous dit Playpunk, vous n'avez pas gagné les sabliers d'or. C'est vrai. Alors ça va être compliqué parce que nous, cet événement, il a lieu fin mars et le jeu sort en février. Mais c'est dommage parce que c'est le genre de jeu parfait pour cet événement-là en fait. C'est l'événement dans lequel on essaie de mettre vraiment les jeux sur un piédestal. Vous voulez sortir Harrison avant. Là, il aurait été. Si les pions Hollywood prennent le retard, c'est peut-être jouable. Ah ouais, sortie du Hollywood est en retard, c'est possible encore. Martin, c'est un peu le Drucker, il ne veut jamais dire du mal de quelqu'un. Alors si, je dis souvent du mal des gens, mais à voix basse. Et Drucker, elle ne le fait pas à voix basse. Et moi, je le dis quand même, mais pas avec une intonation. Zénith, c'est février, oui, c'est toujours le plan. C'est Saint-Valentin, c'est pour le 14 février. 33 € dans les bonnes, 33 € dans les bonnes boutiques. Et donc sur les prix, Grégory, c'est toi qu'on n'a pas. Non, il faut faire quelque chose. On ne sait pas lequel a le plus d'ego. Pour l'instant, on va devoir enchaîner avec une autre question parce que on ne sait pas pour qui c'est le plus important. Tu nous dis que c'est pour toi tout de suite. Ça serait une vraie fierté de remporter un As d'or, un Spiel. Est-ce que c'est un objectif ou pas du tout un objectif, c'est peut-être un peu fort, mais ce serait pas une fierté. C'est plus une validation, je crois, ou je sais pas. Ouais.
Mais oui, c'est important, ça serait mentir de dire que... Ouais. Et par contre, bizarrement, j'ai plus de... Enfin, pour moi, limite, l'Asdor est plus important parce que j'ai un attachement particulier. Ouais. Avec les gars de mon collectif, on est toujours à Cannes, on regardait toujours ça, toutes les cérémonies on regarde, et du coup, il y a quand même quelque chose d'émotionnel que j'ai pas avec le Spiel, même si je serais très content de l'avoir. Et tu vois, tu es sélectionné à l'Asdor, tu dois monter sur la scène, c'est un moment que tu aimerais? Non. Parce que moi, je détesterais ça, en fait. Je sais que personnellement, monter sur la scène, j'ai déjà fait pour présenter l'événement, tu l'as fait, ouais. mais pour recevoir un prix, je crois que je détesterais ça au plus haut point. Bon, on t'invite si on monte, si tu veux. Ah ouais. Tu montes avec nous, les gens comprendront pas, mais... Et c'est là que j'ai mon co-auteur Mathieu, qui est super à l'aise sur scène, Ouais, donc ouais, je compte ouais. sur lui. Ouais, c'est ça, c'est important. C'est bon. Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi on déteste ça? Qu'est-ce qui explique ça? J'en sais rien, moi je ne sais pas l'expliquer vraiment. C'est une situation qui est inhabituelle la plupart du temps. T'as pas Mais l'habitude tu de l'as fait faire ça. plusieurs fois. Ouais, mais je suis pas spécialement. Moi, je l'ai fait tout seul pendant l'année du Covid. Je peux dire que c'était bizarre aussi. Ouais, ouais. Là, j'étais vraiment tout seul sur scène, et là, c'était vraiment space. Il y a quand même des enjeux, il y a quand même une attente, c'est quand même du travail, etc. Il y a énormément d'émotions. Tu as le cœur qui balance. Ah, moi, c'est pas l'émotion. Moi, j'ai pas de problème d'émotion du tout. Hein. Ouais, moi, je suis comme toi, mais bon, après, ça dépend des gens. Effectivement, les gens qui ont l'habitude de faire de l'impro ou du théâtre, ça leur fait. C'est des situations où ils sont moins déstabilisés que nous, quoi. Ah non, mais c'est Mais pas bon. ça non plus. C'est juste le fait que ça soit moi. Ouais, je C'est comprends, qu'on parle je de moi. comprends. Parce que C'est moi, donc un l'impro problème pose pas de d'ego, problème. là. Je comprends. Ouais, c'est un Je problème rappelle, d'ego. je suis Ah, psychologue un de problème d'ego, formation. c'est pas le- On c'est parle pas- de ton travail, on parle. Enfin, toi, Ouais, c'est un puis peu- on parle pas de toi, c'est un peu différent. Puis en plus, c'est le travail d'une équipe, quoi. Ouais. Souvent, pas en plus, tout seul, tout ouais, ça, mais en donc, plus, ouais. Ça va, je sais pas. Allez, on va essayer de continuer. Lequel Oula. est le plus à l'aise vis-à-vis des interventions médiatiques? J'ai mis YouTube en plus gros parce qu'évidemment, c'est votre présence ce matin dans cette matinale qui, je pense, est le plus pesant. Mais bon, imaginons aussi que vous soyez invité sur TF1, France Inter, Le Monde ou Canal+. Ouais. Est-ce que ce rapport à la presse est quelque chose qui vous excite, qui vous fait plaisir quand vous recevez un mail, tiens, il y a une interview sur France Inter, ou alors, waouh, Alors moi j'ai une anecdote sur moi France Inter, la dernière fois qu'ils m'ont appelé, c'était pour passer à une rubrique et c'était le matin à 6h et j'ai répondu au gars, ouf, je suis désolé, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Et ils ont appelé Bruno Catala qui a bien voulu se lever et qui a fait l'interview. Donc voilà. C'est pour te dire si j'aime. Et pourtant c'était, je sais pas, le truc du matin à France Inter où il y a je sais pas combien de gens qui écoutent. Et moi j'ai vraiment dit texto. Ah non, désolé, mais non, c'est beaucoup trop tôt pour moi, je serais pas levé. Ouais, c'est rigolo. Ça veut Et dire c'est non plus Bruno que qui tu l'a n'y fait. vois plus d'enjeu. Tu te dis pas, Bah, ouais, c'est ça va que changer à ma nouveau, vie. j'aime pas spécialement faire ça. J'aime pas spécialement me lever le matin. Et bah non, en fait, j'ai pas. Mais c'est un vrai, pareil, c'est un plus. Hein. C'est sûr que si tu fais de la présence médiatique, surtout dans des choses qui ont des canaux de diffusion aussi grands, c'est sûr que c'est un plus. Mais moi, il y a vraiment. Et là, c'est pareil, t'as un rapport à l'ego. Je préfère ne pas le faire parce que ça m'embête plutôt que l'apport D'accord. que ça aurait professionnellement en fait. Non, Moi je fais que des choses que j'aime faire en fait. Donc même des trucs qui seraient intéressants à faire, si j'aime pas les faire, bah, ou j'y vais à reculant, mais là c'était trop tôt, je me suis pas levé, c'est Bruno qui l'a fait. Aucun jugement là-dessus, mais il y a des personnes pour qui c'est important justement Bien sûr. d'être la personne référente là-dessus et qui se disent, moi Ouais, je j'aimerais bien comprends. que ce soit moi qui Ouais, je intervienne comprends, je régulièrement. comprends. On le voit avec Bruno, on le voit avec Théo, qui sont des gens, je le dis de manière positive, hein, c'est pas une vacherie que je sors sur eux, parce que naturellement on a tendance à transformer ça en vacherie. Ah bah oui, Non, ils veulent non, occuper bien l'espace, sûr. mais non, ils ont envie d'occuper Ouais. l'espace, mais ils le font très bien. Puis ils en savent plus. le faire aussi, il y a Ouais. aussi t'as l'envie, t'as le fait de savoir le faire. Et tout. Moi je suis juste paresseux. Mais... Thomas. Moi j'aime bien, parce que j'aime bien parler de mon métier. Donc, Ouais. Et je trouve, maintenant j'en suis convaincu, tout le monde le fait pas de la même façon. Et j'ai envie de remarteler. Quand on était, la première fois qu'on est venu, j'avais parlé du fait qu'on était un peu invisible, enfin que je me trouvais invisible Oui. dans le milieu, alors qu'on avait fait quand même une boîte pendant 17 ans et que je Oui. trouvais qu'on avait quand même fait des jeux qui avaient une certaine importance. Et avec Cédric, on avait martelé sur notre façon de travailler, quoi. À chaque fois qu'on avait des interviews, on dit, ben voilà, nous on travaille, on développe, on remet en question, etc. Et j'ai l'impression que les gens ont complètement oublié. Donc, dans ma volonté, il y a un fait de redire, en fait, les gars, un jeu, c'est pas que des auteurs, c'est un travail d'équipe, il faut le faire, et que c'est ça qui va donner plus de chances au jeu de vivre. Et donc oui, ça, j'aime bien répondre à ça, pour redire une fois de plus ce que je fais depuis 20 ans, en fait. En fait, c'est pas simplement mettre des dessins sur des mécaniques de jeu, quoi. Il y a un peu plus de choses, donc j'aime bien. Je sais pas si je le fais bien, mais j'aime bien. Ah, Rachel dit que si, tu le fais bien, parce que Ouais. tu es captivant, dit-elle. Merci Rachel. Et Grégory. Bah, moi, c'est pas ma zone de confort, mais je me force à le faire. Ouais. Je pense que c'est important, mais bon. Je dis rarement non, en fait, si je dois faire une petite interview, je sais pas quoi, je le fais, mais sans grande, envie. Mais j'ai l'impression que c'est quand même bien d'être un petit peu visible, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu fais les journaux locaux? Parce que là, il y a aussi cet aspect-là. Là, on parle des grands médias nationaux, mais il y a les locaux. Je vois souvent sur mon Facebook Alexandre Droit qui partage toutes les interviews qu'il a. Et je pense qu'il a un copain dans le journal local. Et je trouve ça très rigolo. Cet auteur vient de publier son 18e, je ne sais plus ce qu'il a posté là dernièrement, son 18e jeu. Moi j'avoue que je refuse maintenant les trucs locaux parce que ça me prend beaucoup trop de temps. En réalité, ils se déplacent, ils viennent ici et tout ça. C'est compliqué. Mais par contre, c'est super rigolo. Hein. Il y a un côté ludique à ça. Ouais, puis c'est un peu plus facile aussi. Oui, souvent une petite discussion, c'est retranscrit à l'écrit, tout ça. Je suis un peu plus à l'aise. C'est souvent mal retranscrit à l'écrit. Et ça, c'est rigolo. Ah, ça Il nous a parle. vendu 10 millions de majority. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Ouais, quand même, le jeu. Presse locale. Ça nous parle de la vidéo de Cyprien qui a été diffusée sur les jeux de société sur le chat. Alors je revois ce commentaire, c'est Big Mich qui nous fait bien fait, mais le fond, 0 pour moi. Mais il n'y a pas de fond en fait. Faut pas stresser parce que je vois beaucoup de gens qui stressent sur cette vidéo en disant ça représente mal notre domaine, le jeu de société. Pas très grave, non, c'est un gars qui fait des gags sur internet. Oui, c'est des blagues, je pense que les gens savent bien. C'est des blagues. On y accorde quand même beaucoup d'importance, je trouve. Comme s'il fallait que Cyprien nous défende nous. Non, peut-être pas. Quand on voit des blagues que faisaient les inconnus sur les flics, je pense pas que les policiers l'ont... Enfin si, sans doute qu'ils l'ont mal pris. Il y a sans doute qu'ils l'ont mal pris. Enfin, on a le droit de faire de l'humour quand même. Ouais. Non, c'est fini ça. C'est fini ? C'est fini ça. Ah, moi, je continue. Les gens ont beaucoup trop d'ego, on peut plus faire d'humour. Tu savais pas ça ? Peut-être. Je l'ai même pas regardé en entier cette vidéo. Faudrait que je la regarde plus. La voiture d'Antoine. Bah oui. Les belles voitures. Alors pour l'instant sur Lego, on ne sait pas encore. On a compris, Thomas, t'aimes plus que les autres répondre aux interviews visiblement. Grégory, il est en tête sur les récompenses. Mais la belle voiture. Qui a la plus belle voiture? Alors, moi j'ai vraiment une voiture de merde. Ah, qui s'est fait esquinter à Vichy pour la petite. Bon. Je me suis fait arracher le rétroviseur et l'aile avant droite. pas besoin. Pour une fois que je vais en festival en voiture. Sinon, moi j'aime beaucoup les voitures. J'en ai pas du tout. J'ai une vieille 207 break cassée, mais j'aime beaucoup les. En fait, j'aime bien toutes les choses très bien designées, que ce soit les voitures ou autre chose. Ça peut être une cafetière. Et moi, pour mes 45 ans, des copains de l'atelier notamment m'ont offert des tours de circuit pas loin de chez nous, et j'ai vraiment kiffé ça. Mais bon, c'est pas pour autant que je roulerai comme ça en. Je crois que je transporte du bois et des poubelles, donc toi, ça serait un peu dommage. Mais là, je dois charger de voiture et c'est le genre de photo que m'envoie mon fils, par contre. Il me dit, regarde celle-là. Oui, mais c'est trop large, ça rentre pas dans le garage, ça, tu vois. Moi aussi, je dois changer de voiture et les photos qu'on m'envoie, c'est le bilan sur mon compte en banque. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien les belles voitures, mais j'ai une vieille Peugeot dégueulasse, toute cassée. Et alors moi j'ai pas du tout d'attirance pour les belles voitures, mais je serais curieux de ce que tu as fait en fait, faire des tours de circuit pour voir un peu les sensations que ça donne. Alors j'ai la vidéo, je pourrais te la montrer, et c'est très décevant la vidéo, parce que tu as la vidéo, tu vois la route et ta tête, et tu as vraiment l'impression que tu roules à 50 en fait sur la vidéo, et c'est très... Tu sais, je montrais à mon fils un peu fier, puis il a fait, mais en fait tu vas pas vite là, chef. Si, ça allait vraiment vite, hein. Ça se voit pas du tout sur la vidéo. Votre rapport aux belles voitures. Thomas ne sait pas conduire. On a cru comprendre que c'était... Tu conduis pas, toi? Si. Je vais peut-être plus de permis bientôt, mais... Ah oui, c'est vrai. On fait une petite dédicace à Corentin Lebrun aussi, ceux qui sachent. J'ai roulé j'ai aucun affect pour les voitures, mais il y a 15 ans, je roulais en Skoda, on s'en fout, et je me souviens que Marc Nunes, que je salue, c'était un peu foutu de ma gueule, parce que j'avais une Skoda, depuis je roule en BM. Ah, c'est peut-être toi qui as la plus belle voiture, du coup. Ah oui, la plus belle voiture des trois. Ouais, c'est sûr. Moi je roule en Dacia, on s'est pas encore foutu de ma gueule, donc je continue en Dacia. Donc là, c'est Antoine qui est en pole position. Oui, c'est bon, vous avez une question chacun. Il est fort. Hey. C'est mon métier, monsieur. Je connais pas les photos suivantes. Je crois que c'est la dernière photo. Bien écarter les bras pour mesurer des choses de manière approximative. Qui est la plus longue? Ah non, mais là, il y a un côté forcément parler à un public, savoir s'adresser, prendre la parole, l'idée. L'idée, ça se dit? Être le leader, en tout cas. L'idée, ouais. Qui a le plus une âme de... Je pense que personne n'aime le faire. Moi, je le fais parce que tu n'aimes pas le faire. Tu m'as fait faire les discours quand on a fait des discours. Moi, j'aime pas du tout faire ça, mais à chaque fois, j'étais celui qui aimait pas, qui le faisait, donc j'ai un peu plus l'habitude de le faire. Ça me dérange moins qu'avant. Ouais. Notamment parce que j'aime comme ça, j'aime bien faire des blagues et ça marche bien dans ce genre de situation de faire des blagues. Oui, et puis on t'a déjà vu en école, toi. Oui, alors c'est un peu différent de... Tu reverras peut-être en école. Non, mais c'est quelque chose quand même, se mettre sur scène, donner des leçons. C'est vrai. Non, mais ça rejoint un peu le truc, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu es sur scène à Cannes, c'est des situations auxquelles on n'a quand même pas l'habitude. C'est pas pareil d'être devant 3000 personnes et recevoir un prix que faire la classe à 30 gamins qui n'écoutent pas plus que les gens de Cannes d'ailleurs. C'est vrai que tu vois, monter sur Cannes pour recevoir un prix, ça m'embêterait, mais peut-être que simplement il faut
se faire vriller le cerveau et se Ouais. dire ok, je vais faire le con. Ça par contre, ça peut me plaire. Je veux dire, ils sont tous réunis Ah bah, là, il je vais faut juste faire, le faut con, faire hein. des blagues, c'est sûr, mais du coup, non, je pense que là, on n'est pas à l'aise spécialement là-dessus. Toi, t'aimes pas Ah non, plus. moi, là, moi, je j'aime tombe- pas, je hein. tombe dans les pommes, là, moi. C'est vrai. Ouais. Je suis sorti de Moi, ma je l'ai un peu Ah, mais fait, c'est- donc je vais arriver à le faire, mais c'est pas un exercice que j'aime non plus. Ouais. Je suis sorti de ma zone de confort Ouais, c'est 2 ça, fois ouais. dernièrement parce que j'ai dû, au débeauté, faire Saint-Nicolas dans l'unité scout, quoi. C'était horrible. Alors, Je Saint-Nicolas, stressais c'est le comme Père un- Noël C'est le Père français. Noël français, ouais. C'était horrible et finalement j'ai adoré ça. Et au Belgo, donc la convention de jeu qu'on fait depuis 24 ans, j'ai animé un Hitster bingo, 60 personnes pendant qu'ils servaient des flammes cuches, etc. Et j'ai bien rigolé à le faire. Mais j'étais terrorisé à l'idée de le faire. Donc, Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est des choses que. ouais, mais c'est vraiment pas un truc sur lequel je me sens bon et que j'aime faire, mais que j'ai dû faire dernièrement, et voilà. Bah, le plaisir, c'est aussi de pouvoir discuter tout simplement et d'être à l'aise sur son sujet. C'est-à-dire que si jamais le sujet on le maîtrise parfaitement au moment où on monte sur scène, moi c'est ça. Hein. Si je sais ce que je vais faire, bah là dans ce cas-là, mais je vais m'éclater. t'es pas en discussion, tu vois, discuter, je trouve ça toujours intéressant. Oui, non, Là, c'était le mauvais mot, t'es je en me suis rendu face, compte en le t'es en disant. face public et c'est un monologue, tu vois, c'est quand même un peu différent. Hein. C'est pas le même exercice, je trouve. Mesdames, messieurs, je pense qu'on est tous d'accord. On a fait 4 questions. C'est toi qui as été le plus à l'aise sur les deux. Le boulard, c'est Antoine Boza. Le mec qui a un ego démesuré. Je pense que c'est ton nouveau pseudo, là, maintenant. Antoine Boza, le boulard. Clairement. T'as remporté cette bataille d'ego, mais alors loin devant tout le monde. Large. Ouais. Comme C'est- mon ego. Large comme mon ego. C'est la fin de cette matinale. Merci à tous de l'avoir merci suivi. beaucoup. Bonne journée Merci à tout le beaucoup. monde. On vous donne Soyez rendez-vous Merci. À Cannes, à Cannes, ouais, pour Zénith. Ah, nous, on tout sera à simplement, Cannes, ouais, ouais. mais oui, moi aussi, je serai à Cannes. Et puis sur la chaîne, Bien plein sûr. de fois de suite, dans toutes les prochaines matinales qui auront lieu. Je ne sais pas ce qui se passe demain en matinale. J'avoue que là, je n'ai pas encore trop regardé, mais je crois que je suis tout seul. Donc, matinale en solo demain. Merci à tous. On est prêt pour se lancer dans une vraie partie de Zénith cette On va y fois-ci. aller. La Un café partie de d'abord, Zénith, mais- celle qui va rester en studio, qu'on va Allez. retenir. On verra qui l'emportera. Bonne journée à tous c'est le Yes. vent. Bonne journée. et Au à revoir. demain.